Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici. Je suis David Garbous, je suis le censeur de l'association. On est ici chez Pixelis. C'est une agence de design spécialisée dans le design produit, mais qui élargit son spectre et qui a des locaux magnifiques et qui accueille un écosystème qui travaille sur les sujets de l'impact. Donc ça nous semblait intéressant qu'on puisse se retrouver ici. C'est à la fois inspirant et c'est cohérent avec notre sujet de l'association. On va passer une soirée très riche et je vais laisser Sébastien vous expliquer comment ça va se passer. Et à tout à l'heure pour la suite des hostilités. Merci David. Bonsoir à tous. Merci d'être venus finalement assez nombreux parce que c'est pas simple aujourd'hui même de simplement trouver un logement à Paris. Donc, merci à ceux qui viennent de loin. Merci également à nos invités, Jean-David Zetoun, Serge Herberg et Richard Ramos pour leur disponibilité. On s'est un peu calé également sur leur disponibilité. On ne voyait pas faire un événement sur le Nutri-Score sans Serge Herberg. Donc on est ravis de vous avoir. Le collectif En Vérité, moi je suis le président de l'association, donc je crois que tout le monde connaît. On a mis le consommateur au cœur de nos préoccupations, on essaie de le faire dans les faits. Et on le fait à travers la transparence alimentaire, persuadé qu'un consommateur qui est bien informé est un consommateur qui est bien éduqué et qui va créer de la valeur sur nos marchés, d'une part, mais également qui va enclencher la transition alimentaire, qui nous semble inéluctable compte tenu des enjeux à la fois de santé publique, mais également écologiques. Le déroulé de la soirée, ça va déjà. Alors effectivement, vous savez qu'on a 3 piliers au sein du collectif l'origine, l'impact environnemental et la nutrition. Donc ce soir, on va parler de l'étiquetage nutritionnel et donc du Nutri-Score. Donc si on est là tous ensemble, professeur, c'est parce que nous sommes tous absolument convaincus que l'étiquetage nutritionnel est impératif, qu'on a besoin d'une balise pour les Français pour mieux se nourrir. On considère donc que le Nutri-Score est une super solution. D'ailleurs, ce que je trouve génial, c'est que même un enfant de 9 ans comprend et globalement parfois guide ses parents sur les meilleurs choix alimentaires. Donc on a envie que le Nutri-Score réussisse, on a envie que le Nutri-Score s'impose. En revanche, pour qu'il s'impose, il faut qu'il apparaisse légitime et cohérent auprès des consommateurs. Et c'est vrai qu'on voudrait voir ensemble, partager avec vous les questions qu'on peut avoir pour le rendre encore plus robuste, pour adresser certains peut-être ce qu'on identifie comme des trous dans la raquette qui font que les consommateurs peuvent se poser des questions en se disant comment se fait-il que tel produit est un Nutri-Score A alors que moi, consommateur, je n'y crois pas. Donc on ne veut pas voir le Nutri-Score perdre sa légitimité au niveau du consommateur parce que ce serait perdre sa légitimité globale sur l'ensemble des produits. Donc c'est comment collectivement on peut le rendre robuste, cohérent, juste et obligatoire demain sur l'ensemble des produits alimentaires pour que les Français puissent vraiment mieux se nourrir. Donc merci d'être là. On va commencer par une intervention de Jean-David Zetoun. Alors vous avez vu, il y a des livres. Donc ce sont les derniers ouvrages de nos invités. C'est gratuit. Ils vont être dédicacés si vous le souhaitez. Donc vous pouvez choisir 1 ou 2 livres au choix et demander aux auteurs de vous les dédicacer. Bonjour Jean-David Zetoun et Bonjour. merci d'avoir répondu présent donc pour cet événement. Donc Jean-David, vous êtes gastro-entérologue, docteur en médecine et docteur en épidémiologie clinique, pour ceux qui ne le connaissent pas. En plus de votre pratique médicale, vous avez participé à des recherches en santé publique et écrit sur divers sujets liés à la médecine et à la santé. Après un premier ouvrage intitulé « La grande extension, histoire de la santé humaine » publié en 2021, dans lequel vous racontez à travers l'histoire notamment la diversité des causes sous-jacentes à la hausse de l'espérance de vie, vous venez de publier du coup Le suicide de l'espèce, dont on a des exemplaires ici, dans lequel vous expliquez notamment la corrélation entre les activités humaines et les maladies de notre société. Dans cet ouvrage, vous faites la part belle à l'alimentation et notamment à l'ultra-transformation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui, notamment l'ultra-transformation, est-ce que vous pourriez nous dire quelle intention se cache derrière ce livre et donc la raison de cette publication ? Alors, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé d'avoir demandé à passer en premier parce qu'effectivement, je dois partir à 20h. Il n'y a pas d'intention qui se cache derrière un livre, enfin, en tout cas me concernant, un livre, on le fait juste pour faire savoir aux gens ce qu'il contient. Et donc, ce qu'il contient, c'est effectivement une tentative d'explication d'une anomalie que n'importe qui peut observer, qui est que la société mondiale produit de plus en plus de risques qui eux-mêmes produisent des maladies. Et en même temps, elle dépense de plus en plus d'argent pour les soins qui essayent d'atténuer et rarement de stopper les effets des risques qui ont été produits par la même société. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes entreprises qui produisent les risques et qui essayent de soigner les problèmes, mais il n'empêche que c'est la société qui fait ça. Et donc le livre essaye d'expliquer ça. Et donc en effet, dans ce livre, vous mentionnez les produits ultra transformés comme vecteurs de risque.
Donc peut-être en préambule, vous pouvez nous préciser ce que vous mettez derrière l'ultra-transformation et nous expliquer ensuite en quelques mots en quoi le degré de transformation des aliments peut être à l'origine de certaines maladies et ou un problème majeur de notre époque. Ouais, alors déjà, pour élargir un tout petit peu, le livre parle de la production des risques en général. Alors, il y a plein de risques dans le monde, et vous les connaissez tous, la pollution, le tabac, l'alcool, l'alimentation, la drogue, l'obésité, le diabète, qui sont liés aux risques alimentaires. Et le livre dit que les 2 pires risques parmi tout cela, c'est la pollution et l'obésité au sens large, voire les maladies d'origine alimentaire. Alors pourquoi le livre estime que c'est les 2 pires risques? Parce que c'est les plus gros en termes d'impact et ce sont les 2 risques qui sont en croissance. Le tabac est un énorme risque, c'est entre 7 et 8 millions de morts par an selon que vous comptez ou pas le tabagisme passif, mais le tabagisme est en baisse dans le monde. Donc le problème du tabac n'est pas résolu et la résolution est trop lente, mais au moins le tabac baisse. Et on sait faire baisser le tabac. Pour les 2 autres risques, qui sont la pollution au sens large, 9 millions de morts par an, 50 000 par an en France, et l'obésité, au moins 5 millions de morts par an dans le monde, mais ça c'est une sous-estimation, on pourra revenir après pourquoi, c'est des risques qui sont en croissance et on ne sait pas faire baisser l'obésité. Il n'y a aucun pays dans le monde dans lequel l'obésité serait en baisse. La plupart des pays connaissent une croissance de l'obésité ou dans le meilleur des cas, une stabilité de l'obésité, mais dans la plupart des cas, y compris les pays riches, c'est une croissance de l'obésité. Donc voilà pourquoi ces risques sont identifiés comme des risques qui sont très problématiques. Quelles sont les causes de l'obésité? C'est quelque chose qui est débattu. On sait à peu près quels sont les problèmes en cause, mais c'est très difficile de déterminer la part de chaque. Donc il y a une question sur la quantité d'alimentation, il y a une question sur la sédentarité, mais ces 2 problèmes n'expliquent pas tout. Au passage, vous noterez que la quantité d'alimentation et la sédentarité, ce sont des causes qui sont souvent mises en avant par les industriels, parce que ça permet de faire retomber sur les individus la responsabilité du problème. Les gens ne bougent pas assez, les gens mangent trop. Il y a un 3e élément qui est la qualité de l'alimentation. Et c'est là qu'on arrive sur ce qu'a étudié Serge, qui est l'ultra-transformation des produits alimentaires. L'ultra-transformation, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 70 probablement, avec une intention qui n'était pas forcément mauvaise, qui était qu'il fallait nourrir toute la planète, parce que c'est une période de croissance démographique importante, à un prix abordable. Et avec des conditions de conservation et de préparation qui ne sont pas trop difficiles. C'est le moment où les femmes commencent à travailler, donc elles ont moins de temps pour faire à manger. Et donc ça, c'était probablement une bonne partie de l'intention. L'intention n'était pas de nuire. Il se trouve que depuis le XXIe siècle, on s'est aperçu que les produits ultra transformés sont très mauvais pour la santé, pour des raisons qui sont incomplètement élucidées, mais on sait suffisamment à quel point ils sont mauvais pour que ça devrait déclencher une réaction publique. Alors les produits ultra transformés, il n'y a pas de définition, c'est pas comme la classification périodique des éléments où il y a une définition un peu stricte. Il y a des produits qui sont juste transformés, qui eux ne sont pas spécialement mauvais pour la santé en général, qui sont par exemple le pain, le fromage, les yaourts. Et il y a des produits qui sont dits ultra transformés, qui sont les pizzas, les gâteaux, les repas préparés, les chips. Voilà, ça par exemple, c'est des exemples, mais Serge complétera certainement après moi, de produits qui sont ultra transformés. C'est des produits qui sont très éloignés de la matière d'origine, qui ne sont pas reconnaissables et qui sont caractérisés par 2 types de choses, qui sont premièrement des opérations de transformation et deuxièmement des rajouts. C'est-à-dire que les industriels rajoutent des substances qui sont des substances introuvables dans le commerce, des substances exclusives des industriels, qui font partie des émulsifiants, des conservateurs, etc. Et tout ça produit un cocktail terriblement mauvais, dont on ne comprend pas tout, mais dont on sait qu'il est très mauvais. Merci pour ces explications. Donc nous, au sein du collectif En Vérité, donc on milite pour que l'étiquetage nutritionnel soit rendu obligatoire. Pensez-vous que l'étiquetage nutritionnel, justement, pourrait aider les consommateurs à faire de meilleurs choix alimentaires et à éviter les produits ultra transformés? Alors c'est déjà le cas, puisque justement la victoire du Nutri-Score, c'est d'avoir montré que le fait de mettre un label, enfin une signalisation sur l'alimentation, ça a influencé les comportements d'achat. Donc ça marche déjà. D'ailleurs, c'est pour ça que les industriels ne voulaient pas du Nutri-Score, c'est qu'ils savaient que ça allait marcher. Quand les industriels sont contre quelque chose, c'est qu'ils savent que ça va déclencher une réaction individuelle qui, une fois qu'elle est passée à l'échelle, a un impact sur les volumes de vente. Donc ça marche déjà, on le sait. Alors aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à récemment, ça ne prenait pas en compte la transformation, ça prenait surtout en compte les calories, parce que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus rapidement faisable à faire, mais vous le direz. Et je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour que ça incorpore aussi des éléments de transformation, c'est-à-dire que le Nutri-Score propose une évaluation qui soit plus exhaustive du caractère bon ou mauvais d'un aliment.
Donc oui, bien sûr que ça devrait être obligatoire. Aujourd'hui, je crois que c'est que 60% des produits alimentaires en moyenne qui, sur une base facultative, sont Nutri-scorés. Si c'était 100%, déjà, ça aurait un effet qui serait quasiment 2 fois plus important. Aujourd'hui, donc, on parle justement de l'ultra-transformation. On y reviendra certainement après avec Serge. Est-ce que vous voyez, vous, des obstacles aujourd'hui à l'amélioration du Nutri-Score, à son évolution? Et si oui, comment les surmonter? Quels pourraient-ils être, selon vous? Non, en dehors des obstacles qui sont causés par les industriels, les obstacles scientifiques, c'est la progression de la connaissance. La progression de la connaissance, elle est toujours plus lente que la propagation des risques. Surtout dans une industrie qui n'est pas du tout régulée comme l'alimentation. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie dont on peut penser ce qu'on veut, mais au moins elle est régulée. Les médicaments qui arrivent en pharmacie ont été méticuleusement testés dans des essais cliniques avec des centaines ou des milliers de malades. Même quand ils sont sur le marché, ils continuent d'être testés par des études qu'on appelle des études post-autorisation de mise sur le marché, qui sont des études observationnelles de masse. Donc, il y a toujours de temps en temps des scandales, mais il y en a de moins en moins. Et en moyenne, les médicaments sont efficaces et surtout sont assez sûrs. Et c'est pour ça que vous avez confiance quand vous entrez dans une pharmacie. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion montrent que les gens pensent que les laboratoires pharmaceutiques sont souvent des voyous moralement, mais au moins ils ont confiance dans les produits qui sont mis en pharmacie. Pour l'industrie alimentaire, les deux paramètres sont négatifs. L'industrie alimentaire a à la fois une mauvaise image en termes moraux ou en termes de comportement, mais aussi les gens n'ont pas confiance à ce qui est mis en supermarché, et ils ont raison de penser ça pour beaucoup de cas. Donc, à part ça, les obstacles, c'est les obstacles scientifiques. C'est-à-dire que la connaissance scientifique, c'est quelque chose qui est souvent difficile. Et alors, l'épidémiologie, c'est aussi quelque chose qui est difficile, parce que c'est une science qui est dite observationnelle, donc qui est soumise à de nombreux biais. L'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire l'étude des effets de l'alimentation sur la santé d'une population, c'est quelque chose qui est très difficile, parce que les biais sont partout, parce que nous mangeons trop de choses différentes dans une journée, et donc c'est très difficile de savoir ce qui a influencé la survenue de telle ou telle maladie. C'est ce qu'a fait la cohorte NutriNet, parce que derrière le Nutri-Score, il vous le dira, il y a une cohorte qui s'appelle la cohorte NutriNet, qui est une cohorte nationale, qui est toujours active et qui continue de publier des papiers plusieurs fois par an pour évaluer les effets des aliments sur l'alimentation. Donc la progression de la connaissance, c'est un truc qui est assez lent, mais c'est quelque chose que vous avez vu aussi, par exemple, dans l'exposition aux pesticides, où on se rend compte seulement depuis quelques années du fait que tel ou tel produit chimique ou produit pesticide est très mauvais pour la santé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense qu'on en sait suffisamment pour Nutri-scorer donc l'ensemble du parc alimentaire, toujours de façon plus sophistiquée. Et puis, à mon avis, ce n'est pas la seule chose à faire. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la régulation et la taxation, qui sont, à mon avis, les deux seules solutions supplémentaires qui nous manquent, se basent sur le Nutri-Score, puisqu'on sait que c'est fiable et on sait que ça dit quelque chose de pertinent des aliments. Justement, donc c'était une de mes questions. Donc, aujourd'hui, quel rôle voyez-vous pour les politiques publiques et les réglementations gouvernementales dans la promotion justement à la fois de la transparence alimentaire, mais aussi pour du coup réduire la consommation des aliments ultra transformés? Le fait de rendre le Nutri-Score général, c'est une première étape qui est importante, mais ça a des limites qui ne sont pas les limites du Nutri-Score elle-même, mais les limites de la politique, qui sont que ça reporte toujours sur les individus la responsabilité de faire un choix dans une jungle de produits qui sont parfois très mauvais pour la santé. Et ça ne résout pas, par exemple, un problème majeur qui est le problème économique, qui est que les produits ultra transformés, il y a des exceptions, je suis au courant. À chaque fois que je fais une interview, maintenant, on me dit « Ah, mais le McDo, ça coûte très cher. Il paraît que ça coûte cher d'aller au McDo. » Ok, c'est vrai, je ne savais pas. Mais en moyenne, la plupart des études montrent que les aliments ultra-transformés sont plusieurs fois moins chers que les aliments frais. Et donc ça, le Nutri-Score, s'il n'y a pas une intervention politique derrière, ne peut pas résoudre ça. Donc les politiques, je pense qu'ils ont un boulevard. C'est ce que j'ai dit quand j'étais invité au Sénat il y a 1 mois et quelques, avec 2 armes qui ont toujours super bien marché historiquement en santé publique, qui sont la loi et l'économie. La loi, ça veut dire on interdit certains produits qui sont trop toxiques, ou alors on limite la concentration de certains produits qui sont jugés trop toxiques, ou alors on limite la part que prennent les produits ultra transformés dans les points de vente. Aujourd'hui, c'est 80% de l'espace d'un supermarché dans certaines évaluations. Si ça passe à 30%, les gens vont avoir moins naturellement tendance à se reporter sur les produits. On peut aussi dire qu'il faut toujours les mettre au fond du magasin, par exemple, et on n'a jamais le droit de les mettre en caisse. Vous savez qu'en caisse, c'est en caisse parce que justement, on a tendance à le prendre de façon un petit peu automatique. On peut interdire la publicité. On a bien interdit la publicité pour le tabac. Le tabac enlève
8-9 années de vie en moyenne. L'obésité, c'est entre 5 et 7, donc c'est pas très différent. On peut interdire d'en vendre dans les transports en commun, dans les écoles, dans les enceintes sportives, dans les hôpitaux. Hier, je suis passé devant mon distributeur dans l'hôpital où je travaille. Il n'y a que des produits ultra transformés dans un hôpital en vente comme ça. C'est pas un truc, on trouve pas ça, personne ne trouve ça raisonnable. Donc ça, c'est pour la partie loi. Et pour la partie économique, c'est un jeu de taxation et de détaxation qu'il faut trouver pour qu'il y ait une inversion du rapport de force économique entre les produits frais et les produits ultra transformés. Le jour où ça coûtera moins cher de manger frais que de manger ultra transformé, évidemment que les gens auront un comportement qui sera, je pense, significativement différent. Et du coup, le rôle des marques dans tout ça. Donc, une petite question bonus. Aujourd'hui, donc, vous avez face à vous des marques qui sont audacieuses et progressistes, puisqu'elles ont décidé de rejoindre le collectif En Vérité, qui remet le consommateur au centre et ses intérêts, puisqu'en fait, au sein du collectif, on œuvre pour la transparence alimentaire et pour l'information des consommateurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux marques qui sont dans la salle? Qu'est-ce que vous voudriez partager avec elles? Je devine qu'ici, vous n'avez que des marques éthiques, donc j'ai rien à leur apprendre parce qu'elles font déjà quelque chose d'honnête, de transparent. Elles essayent de ne pas exagérer sur les prix, de faire en sorte que ce soit local. Voilà. Donc je pense qu'elles n'ont pas grand-chose à apprendre de moi. C'est les grosses marques qui, en général, sont les gros coupables. On va essayer de les faire rentrer aussi. Le jour où il y aura... voilà. Aucun score n'est parfait. Ça n'existe pas. Et ne serait-ce que parce que quand vous lâchez un score dans la nature, vous ne maîtrisez pas son utilisation par le consommateur. Mais peu importe. N'oubliez pas que tous les gens qui vont aller pointer des limites au score pour dire « Ah mais tiens, j'ai trouvé une contradiction ou une aberration », je crois que la bonne foi est quasiment absente de ce genre de remarques et que ce sont à chaque fois des gens qui soit ont un intérêt, soit sont juste de mauvaise foi, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et donc oui, je pense qu'on peut progresser aussi sur la qualification de la transformation pour dire attention, ça c'est trop transformé. Il y aura des limites, mais peu importe. C'est déjà tellement important si ça influence beaucoup les comportements des gens que c'est dans la bonne direction. Il faut surtout pas dire on va pas le faire parce que c'est pas encore parfait. L'autre truc que Serge a dit dans une interview aux Échos il y a un mois et que je ne savais pas, c'est que les industriels ne le disent pas, mais ils changent les recettes. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que c'est pas parce qu'un score n'est pas encore obligatoire ou qu'il n'est pas parfait ou que transitoirement il met une certaine pression sur les gens qu'il ne faut pas le faire. C'est qu'au bout d'un moment, les industriels, ils sont comme tout le monde, ils ont envie de maintenir le business, voire de le maximiser. Et donc ils disent, mon truc rouge là, ça part quand même vachement moins qu'avant. On va le changer pour qu'il aille vers le orange, et puis peut-être qu'un jour, il sera vert clair. Et donc, c'est là où un score a une influence, je trouve, c'est un deuxième déclic du score, c'est que ça pousse les industriels à vouloir aller vers le vert. Donc, de toute façon, même si c'est imparfait, avant, il n'y avait rien, donc on ne savait même pas ce qu'on mangeait, je crois que c'est pas normal. Donc il faut pousser ces trucs-là et les industriels ensuite... Les individus réagissent et les industriels aussi. Et c'est là où on a quelque chose qui devient quasiment 100% vertueux. Parce que les industriels sont capables de faire des produits moins transformés. De la même façon que je sais que le député Ramos a essayé d'être convaincant là-dessus. De la même façon que, par exemple, l'industrie de la charcuterie a les moyens de faire de la charcuterie sans nitrite. Et elle ne le fait pas. Merci beaucoup Jean-David Zetoun pour votre présence aujourd'hui et pour ce témoignage. Merci. Donc Serge, encore merci d'être là. La première question, elle est assez simple. C'est peut-être, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de chacun sur le Nutri-Score, sur son histoire, peut-être sur sa genèse également. Donc ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de savoir, connaître un peu la genèse du Nutri-Score et puis quelle était effectivement son ambition au départ de l'aventure, qui est une aventure assez incroyable parce que vous l'avez porté assez seul au départ. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger. Alors, la genèse de Nutri-Score, c'est une histoire assez longue. Le principe de mettre en place un logo d'information nutritionnelle, ça n'est ni mon équipe qui l'a inventé, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, ni même avoir réussi à construire les outils qui ont permis de fabriquer. Donc ça fait très longtemps que tous les nutritionnistes de santé publique dans le monde réfléchissent à développer un outil qui fournit une transparence
sur la composition nutritionnelle des aliments, sur la qualité nutritionnelle globale des aliments, et donc permet vraiment aux consommateurs de pouvoir comparer les aliments entre eux d'une façon simple, avec un logo qui soit intuitif, compréhensible par tous. En fait, Nutri-Score est né spécifiquement de la science, c'est-à-dire que ce sont des travaux scientifiques que mon équipe a développés dans les années 2010, qui a abouti à la réflexion sur un logo coloriel, graduel, et en s'appuyant sur les expériences de ce qui existait dans les autres pays. Il y avait déjà des logos en Suède, la clé verte, en Amérique latine, les warnings, les avertissements sanitaires, en Grande-Bretagne, le traffic light, le système d'étoiles. Donc il y avait déjà des choses qui existaient. On s'est inspiré de cela pour essayer de développer un outil qui prenne en compte les réussites et les échecs de ces différents logos. Et c'est en fait en 2014 qu'à l'occasion d'un rapport que j'ai rendu à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, qui m'avait demandé en 2013 de faire des propositions pour relancer la stratégie nationale de santé qu'elle mettait en place. Parmi les 15 propositions que j'avais faites, alors, en auditionnant beaucoup de collègues, en écoutant, et dans ce que disait Jean-David Zeitoun, certaines des propositions y figuraient, comme la taxation de la junk food ou la réglementation de la publicité, etc. Parmi les 15 mesures, Marisol Touraine a retenu le Nutri-Score. Et ça a été une bataille extrêmement complexe qui a duré 4 années, dans laquelle il a fallu faire face au lobby qui ne souhaitait pas trop que la transparence puisse s'installer. Et en 2017, donc, après de très nombreux épisodes, après une accumulation de travaux scientifiques, une demande sociétale assez forte, avec une mobilisation des citoyens, que réellement Nutri-Score a été choisi comme le modèle recommandé au niveau national, non pas obligatoire puisqu'une réglementation européenne l'empêchait. Donc vous voyez, il y a 30 ans de réflexion sur les logos, par moi mais par beaucoup de personnes dans le monde, et depuis 2012, une concentration sur un système qui se voulait informatif, évaluatif, enfin plutôt évaluatif, coloriel, qui soit vraiment graduel, simple à comprendre par tous. Et les travaux scientifiques qui se sont accumulés ont permis de valider à la fois l'outil, le format graphique, la reconnaissance par les consommateurs et les citoyens. La bataille politique a, en 2017, abouti à son officialisation en France, puis ensuite dans 6 autres pays européens. Et aujourd'hui, la bataille a lieu au niveau européen, puisque dans la stratégie Farm to Fork se discute la possibilité donc qu'il y ait un logo unique et obligatoire, ce qui est une très bonne chose, mais qui a eu la conséquence de réveiller un petit peu les lobbies, à la fois industriels, agricoles, opposés à Nutri-Score, de façon un peu traditionnelle, et même un État, puisque l'Italie s'est érigée en État lobbyiste. Donc, vous voyez, c'est une longue histoire à rebondissements multiples, une saga, avec des batailles de gagner, d'autres qui sont encore en discussion, donc l'histoire n'est pas encore terminée. Merci. On reviendra notamment sur les sujets de déploiement d'un étiquetage au niveau européen avec Richard Ramos probablement, mais je sais que non seulement le Nutri-Score effectivement cherche à se déployer au niveau européen, mais également il évolue. Jean-David Zeitoun en parlait, c'est-à-dire que la science progresse, la connaissance progresse, et donc l'algorithme également, lui, évolue. Je crois qu'il y a eu des évolutions assez récentes. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu à jour de dernières évolutions, des champs d'application et de ce qu'elle couvre notamment? Oui, alors, pourquoi Nutri-Score évolue? C'est quelque chose qui était prévu dès le départ. C'est-à-dire quand Nutri-Score a été proposé, dans son ADN était déjà indiqué qu'il évoluerait en fonction de 3 choses. Les progrès des connaissances scientifiques, ça vient d'être dit, la science évolue, donc il est nécessaire de l'intégrer dans l'algorithme de calcul qui sous-tend le Nutri-Score. Le deuxième point, c'est l'évolution de l'offre alimentaire, puisque le marché alimentaire évolue aussi. Alors, entre autres, peut-être en partie lié à Nutri-Score, mais il y a des reformulations, il y a de nouveaux produits qui apparaissent. Au début, quand Nutri-Score a été proposé, il y avait très peu de produits véganes, ou quasiment pas. En 2013, c'était assez limité. Donc, il faut prendre en considération les changements de l'offre alimentaire ainsi que les reformulations pour voir l'impact que ça a dans la classification des aliments. Et puis, il y a une
un troisième niveau qui était aussi anticipé, c'est quand on regarde grandeur nature ce qui se passe, on prend conscience qu'il peut y avoir certains problèmes de compréhension par les consommateurs. Donc ces trois éléments étaient prévus comme base pour réfléchir à une mise à jour du Nutri-Score, ce qui a été fait après plusieurs années, au moment où 7 pays ont adopté le Nutri-Score et qu'il y a pu y avoir une discussion européenne avec la mise en place d'une gouvernance transnationale, d'un comité scientifique européen, et des experts européens ont planché pendant quasiment 2 ans pour proposer des modifications. Alors en 2 temps, il y a eu d'abord un rapport qui a été rendu sur les aliments solides, où donc un certain nombre de modifications, je pense que vous les connaissez, mais je peux très rapidement... Ça pénalise plus le nouveau Nutri-Score, les produits sucrés et les produits salés. Bon, d'abord, il n'y a plus de seuil minimum acceptable pour le sucre selon le rapport de l'EFSA. Donc, il était légitime de pénaliser plus les produits sucrés, ce qui fait que, je sais pas, des céréales petit déjeuner sucrées, même si elles ont abaissé leur taux de sucre, vont être moins bien classées que des produits composés qui sont salés, particulièrement, parfois même sucrés, sont plus pénalisés. Donc, des plats composés, des pizzas vont être également déclassés. Par contre, la viande rouge, pour laquelle on a maintenant suffisamment d'arguments pour penser qu'un excès de consommation augmente vraiment le risque de certains types de cancers, notamment le cancer colorectal, ce qui a amené le comité scientifique à pénaliser plus la viande rouge pour la discriminer, notamment de la volaille et des poissons gras qui ont bénéficié par contre d'une amélioration. L'huile d'olive a été repositionnée avec l'huile de colza et l'huile de noix mieux que ce qu'elle était jusqu'à présent, même si elle était déjà classée comme l'huile la plus favorable dans les matières grasses ajoutées. Les produits complets sont mieux discriminés que les produits raffinés, ce qui était aussi un élément scientifique extrêmement important. Puis il y a eu quelques évolutions pour les fromages où une modification de l'algorithme permet à ce que les fromages les moins gras et les moins salés soient un peu mieux classés que ceux qui ne le méritent pas. Donc il y a eu des modifications sur les aliments solides, des modifications également sur les aliments liquides, avec entre autres une pénalisation plus forte des produits lactés sucrés, c'est-à-dire les yaourts à boire, les laits aromatisés sucrés, eh bien, sont un peu plus pénalisés puisqu'ils sont considérés, et c'est légitime, comme des boissons et non plus comme des aliments. Dans la version initiale, ils étaient considérés comme un aliment parce qu'ils contenaient plus de 80% de lait, mais on se rend compte que ça amenait à des problèmes de classement puisque quand même certains de ces produits lactés très sucrés se trouvaient particulièrement bien positionnés. Donc le fait de les rebasculer, ce qui est légitime puisque ce sont des produits à boire, ce sont des produits liquides comme des boissons, les pénalise un petit peu plus, ce qui est normal compte tenu de leur teneur en sucre. Les laits végétaux sont un peu plus pénalisés, surtout les produits sucrés avec édulcorants sont pénalisés puisque le fait d'avoir des édulcorants rajoute des points négatifs, ce qui veut dire que les produits édulcorés qui étaient classés B tout simplement parce qu'initialement ils n'avaient pas de sucre, pas de calories, pas de gras, pas de sel, deviennent au minimum C ou D ou E s'ils sont à la fois associés avec également du sucre. Donc, on a quelque chose qui colle mieux aux recommandations de santé publique, qui est plus cohérent avec l'évolution également de ces recommandations de ces dernières années et qui permet d'améliorer les performances du Nutri-Score. Et là, en termes de date d'application, le nouveau Nutri-Score est déjà actif, c'est-à-dire que les évolutions sont en cours on-pack, ou est-ce qu'il y a un... Pour l'instant, le Nutri-Score est acté par les 7 pays qui ont adopté officiellement le Nutri-Score. Les rapports sont publics, c'est-à-dire donc tout le monde peut savoir les modifications qui sont envisagées. Il y a encore des procédures administratives et juridiques, notamment il faut notifier à l'Europe pour les pays qui, dans leur notification initiale, avaient mis le cahier des charges, notamment l'algorithme ancien, il faut donc notifier à l'Europe les modifications, ce qui nécessite à peu près 6 mois de retard. Il faut également laisser le temps aussi aux opérateurs économiques de prendre en compte ce nouveau Nutri-Score, de faire leurs calculs, de travailler sur l'écoulement écouler les stocks et travailler sur les nouveaux emballages. Donc il rentrera en vigueur fin 2023 avec une période de transition qui sera accordée de manière à ce que tout de même les industriels puissent mettre en œuvre
ce nouveau Nutri-Score. Mais ils peuvent déjà se préparer puisque le mode de calcul est parfaitement bien décrit dans les rapports. D'ici très peu, il y aura sur le site de Santé publique France une actualisation du tableur de calcul du Nutri-Score qui intégrera les modifications. Donc, il n'y aura pas d'excuse pour ne pas le mettre en place puisque déjà, dans très peu de jours, l'outil de calcul sera même mis à disposition, ce qui facilite pour les opérateurs économiques la capacité de voir comment évoluent leurs produits. Tous les produits n'évoluent pas, hein. C'est des modifications qui portent sur un pourcentage non négligeable, mais qui ne touchent pas tous les produits. Beaucoup resteront dans leur cadre actuel. Très bien, fin 2023, donc, et puisqu'on est sur l'évolution, et que vous parliez tout à l'heure de fromage, ça amène mes questions, et je crois qu'il y en aura beaucoup dans le public également, mais il y en a deux en tout cas sur lesquels j'aimerais recueillir votre expertise et en connaître les raisons. Il y a le sujet on parlait de fromage, donc de la portion alimentaire, où effectivement les fabricants, notamment de fromage, mais d'autres types de produits, ça peut être de la mayonnaise par exemple, peuvent se poser la question, et un consommateur peut se poser la question d'un calcul sur une portion de 100 grammes, quand on va être amené à manger 15 ou 20 grammes, par exemple, de fromage. Est-ce cohérent d'avoir un Nutri-Score qui évalue une notation sur une base 100 grammes de fromage? Oui, c'est une question qui revient. Alors, c'est curieux parce qu'on affiche le prix au kilo. Personne ne se pose la question de dire je n'achète pas un kilo de persil ou un kilo de mayonnaise ou autre. Tout le monde accepte l'idée qu'il y a un dénominateur commun qui permette une comparaison simple. Le problème des portions, c'est une vraie question, mais pour laquelle il y a des réponses très claires. On ne peut pas évaluer un logo nutritionnel sur la base de portions parce qu'il est impossible d'établir des portions standards. Une portion est faite pour répondre à des besoins qui eux-mêmes évoluent en fonction de l'âge, du sexe, de certaines circonstances physiologiques de la vie. Donc, une portion pour un adulte n'est pas la même que pour un jeune enfant, pour un sujet âgé, une femme enceinte, un sédentaire ou un actif. Donc, on n'a aucune possibilité d'établir des portions standards. D'ailleurs, la Commission européenne, quand elle a rendu son règlement du tableau de déclaration nutritionnelle obligatoire, a proposé de le faire par 100 grammes, tout simplement parce qu'en pratique, on ne peut pas établir des portions standardisées. Donc, ce qui existe d'ailleurs aujourd'hui sur les emballages des aliments, c'est un tableau nutritionnel pour 100 grammes. Curieusement, je n'ai pas entendu à l'époque les industriels se plaindre que l'affichage de ce tableau de déclaration nutritionnelle était fait par 100 grammes. Mais c'est une raison extrêmement pratique. Et donc aujourd'hui, le Nutri-Score s'appuie sur ce qui existe, qui est ce tableau de déclaration obligatoire où il y a les données pour 100 grammes. Et en fait, l'utilisation de 100 grammes, c'est un dénominateur commun extrêmement simple qui permet de comparer 100 grammes d'emmental à 100 grammes de ricotta ou à 100 grammes de roquefort, 100 grammes d'une mayonnaise d'une marque à 100 grammes d'une mayonnaise d'une autre marque, ou 100 grammes d'une pizza Regina à 100 grammes d'une pizza 4 saisons, ou à 100 grammes d'une tarte salée, ou 100 grammes d'un plat cuisiné. Donc, c'est quelque chose qui élimine le biais de la portion, et on le sait bien parce que les industriels avaient proposé des systèmes par portion, qui faisaient d'ailleurs miraculeusement pâlir les couleurs, puisqu'il suffisait de prendre une petite portion pour faire le calcul, pour que le rouge devienne orange ou l'orange devienne vert. Twix, par exemple, c'est un exemple très, très fameux, propose une portion qui est sur, vous connaissez tous Twix, où il y a un emballage avec 2 barres à l'intérieur. Et le calcul se fait que sur une barre. Donc la portion était estimée à une barre. Les céréales petit déjeuner, je ne sais pas si dans vos adhérents, il y a des fabricants de céréales petit déjeuner, mais si vous regardez sur l'emballage, comme c'est aujourd'hui les industriels qui fixent les portions eux-mêmes, ils les fixent à des niveaux très bas, donc ils donnent 30 grammes pour les céréales. Est-ce que vous avez déjà vu un adolescent manger des céréales petit déjeuner le matin? Il mange 40 grammes, 50 grammes, 80 grammes. Toutes nos études le montrent. Donc la portion, c'est un moyen de fausser la capacité de rendre comparable donc un logo nutritionnel entre les aliments. Bien, merci. J'ai une dernière question, enfin 2 en une, toujours sur ce sujet effectivement de la compréhension des consommateurs. Vous m'avez tendu la perche avec la mayonnaise. Aujourd'hui, si on veut avoir un bon Nutri-Score, il est plus simple de faire une mayonnaise avec de l'eau, des huiles raffinées,
du sucre, enfin une pointe de sucre un peu moins maintenant, et des additifs qu'avec des huiles vierges de colza bio par exemple, de la moutarde, des œufs de poule élevés en plein air et une pointe de citron. Est-ce que finalement c'est rendre hommage au Nutri-Score que de mieux valoriser un produit qui est finalement ultra transformé, qui contient les additifs, versus un produit qui me semble plus vrai? Oui, c'est une question qu'on s'est posée depuis le départ. Mais, si vous voulez, vous le savez bien, les industriels ne sont pas plus bêtes que nous. Ils se doutent aujourd'hui que les problèmes des additifs, de l'ultra-transformation, c'est des grandes questions que se posent les consommateurs. Et donc, essayer de gagner une classe du Nutri-Score en rajoutant des additifs, ce serait prendre un risque considérable, sachant les discussions qu'il y a, que la demande publique qu'il y a sur des produits qui ne contiennent peu d'additifs. Alors, quand on a lancé le Nutri-Score, on a dit aux industriels, attention, faites attention n'essayez pas d'améliorer votre Nutri-Score en choisissant des additifs, car demain, vous aurez un retour de bâton parce que les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles. Et ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on a du recul sur les reformulations qui existent, si vous regardez, je sais pas, une enseigne comme Intermarché où il y a plus de 3000 recettes qui ont été revues, des entreprises, Fleury-Michon, que David connaît bien, Dossi, qui ont montré leur reformulation. Elle se passe dans le choix des ingrédients, elle se passe dans la réduction du sucre, du gras, du sel, pas dans l'ajout d'additifs. Et d'ailleurs, ce serait donc suicidaire pour les industriels qui le feraient. Au contraire, lorsqu'ils reformulent, ils ont tendance à retoiletter même les additifs pour éviter déjà d'anticiper les problèmes suivants. Et pour revenir à l'ultra-transformation qui a été évoquée avec Jean-David, c'est que dans les évolutions futures aussi du Nutri-Score, on envisage, puisque certes, la composition nutritionnelle et l'ultra-transformation sont deux dimensions différentes qui se chevauchent en partie, mais pas totalement, il faut fournir les informations sur les deux dimensions. Et c'est pour ça qu'on propose et qu'on a testé, qu'on a publié tout récemment une étude montrant que le fait de rajouter un bandeau noir autour du Nutri-Score pour signaler un aliment ultra transformé permettait d'améliorer la capacité des consommateurs à classer correctement les aliments en intégrant à la fois la dimension nutritionnelle et l'ultra-transformation. Donc, vous voyez, ce serait assez stupide pour les industriels, et je sais qu'ils y réfléchissent et qu'ils ont, du moins à notre connaissance, pas repris cette stratégie d'essayer de gagner en composition nutritionnelle en augmentant le risque d'être ultra transformé ou d'augmenter l'utilisation d'additifs. Vous parlez d'un bandeau noir qui serait effectivement autour de l'échelle colorimétrique. Et il se déclencherait à partir de quel niveau de transformation? Où est-ce que ça en est en termes d'avancée? Et puis j'en profite pour dire, est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous pouvez nous partager sur le Nutri-Score? Alors, il y a eu une question sur la classification à laquelle Jean-David a répondu. Il y a déjà une classification qui existe. C'est la classification NOVA qui a été mise en place par des collègues brésiliens qui classe en 4 catégories: brut, ingrédients culinaires transformés et ultra transformés, les aliments. Cette classification, comme a dit Jean-David, aucune classification n'est parfaite. Elle n'est pas parfaite, par contre, elle est quand même validée, puisqu'il y a plus de 70 études épidémiologiques dans le monde qui montrent que les produits classés NOVA 4, qui sont ultra transformés, c'est uniquement ceux-là, sont associés à un risque plus élevé de pathologie. Et dans la cohorte Nutrinet Santé, nous avons publié 8 études montrant qu'en utilisant cette classification, le fait de consommer des produits NOVA 4 augmente le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et beaucoup d'autres pathologies. Donc, malgré ces imperfections, on peut utiliser cette classification qui est assez détaillée. Il faudra sûrement encore l'affiner, il faudra encore sûrement, pour réellement l'utiliser au niveau de l'étiquetage, bien regarder les aspects des aliments limites, puisqu'il y en a quelques-uns. Mais ça peut se régler extrêmement facilement. Et dès à présent, le fait que ces études épidémiologiques retrouvent un lien entre cette classification des aliments ultra transformés et le risque de pathologie valide l'intérêt de cette classification.
Et j'insiste bien, on ne parle en termes d'effets délétères que des produits ultra transformés, pas des produits transformés. Mais le désavantage ou les effets défavorables observés sont liés uniquement pour les produits qui sont classés Nova 4 par la classification de nos collègues brésiliens. D'autres évolutions à venir sur le Nutri-Score à nous partager? Alors, il est prévu que l'algorithme soit remis à jour régulièrement, tous les 3 ou 4 ans, en fonction du progrès des connaissances scientifiques. Là, ça faisait plus de 3 ans, hein, ça c'est quasiment depuis donc 2014, vous voyez, à 2022, 8 à 9 ans. Donc ça a pris beaucoup de temps et les modifications étaient plus profondes. Mais tous les 3 ans, il y aura des discussions sur l'algorithme pour l'adapter en fonction des progrès des connaissances scientifiques. Et puis on espère et on pousse beaucoup pour que soit pris en considération cet ajout graphique. Ce n'est pas dans le calcul de l'algorithme que l'ultratransformation est prise en compte, c'est sur le format graphique que l'on rajoute une information qui permet au consommateur de savoir si un produit est ultra-transformé et sa qualité nutritionnelle avec un message clair. Réduisez la part des produits ultra-transformés qui ont le bandeau noir. Et que ce soit un produit ultra-transformé, si vous voulez le consommer, ou que ce soit un produit qui ne soit pas ultra-transformé, choisissez celui qui a le meilleur Nutri-Score. Ou si vous prenez un produit qui est classé D ou E, sachez qu'il faut éviter de le consommer en grande quantité ou trop fréquemment. Avant de terminer, juste pour bien être clair sur le sujet ultra-transformation nutritionnelle, on comprend donc qu'il vous semble compliqué d'associer au sein d'une même notation, pour vraiment simplifier encore la lecture du consommateur, je vais même rajouter la présence des additifs et les niveaux d'ultra-transformation à la notation à l'échelle colorimétrique. Alors oui, vous savez, si ça avait été possible de le faire, l'Organisation mondiale de la santé l'aurait fait. Les comités d'experts internationaux dans le monde entier l'auraient fait. Nous l'aurions fait également. Si toutes ces structures de santé publique ne l'ont pas fait, c'est que ça n'est pas possible de le faire tout simplement parce que les dimensions, même si elles se chevauchent, ne sont pas collinaires. Donc pour 80 à 85% des aliments ultra transformés, ils sont sur le plan nutritionnel défavorables. Donc c'est mal classé par le Nutri-Score. Mais il y a un certain nombre d'aliments qui ne sont pas convergents dans les deux dimensions. Et je vais prendre un exemple. Si vous prenez un jus de fruits, un jus de raisin, 100% pur jus, c'est un produit qui n'est pas ultra transformé. Donc a priori, pas défavorable par rapport à l'ultra transformation. Mais il contient 160 grammes de sucre au litre, 16 grammes pour 100 ml, plus qu'un soda. Donc il est légitime qu'il soit classé E parce que c'est un produit qui apporte beaucoup de sucre. Même si c'est le sucre des fruits, c'est quand même beaucoup de sucre. Donc on ne pourra pas réussir à combiner une pénalisation liée à l'ultra-transformation dans la composition nutritionnelle ou réciproquement. Sachez vraiment que beaucoup d'équipes ont travaillé. Peut-être quand on y verra plus clair sur les additifs, parce qu'aujourd'hui, il nous manque encore beaucoup de données. Il faut stimuler la recherche dans ce domaine. Alors il y en a pour lesquels on a suffisamment d'arguments, dioxyde de titane ou les nitrites. Là, on sait qu'il faut les interdire. Ce n'est pas informer d'ailleurs le consommateur qu'il faut, c'est interdire. Pour beaucoup d'additifs, on a des éléments, mais on ne connaît pas encore les éléments suffisants sur les côtés synergie pour dire tel additif doit faire l'objet de tel type d'information. Alors, d'une façon générale, on dit, et c'est le message qu'il faut dire, réduisons la part des additifs, essayons de les supprimer au maximum ou de les limiter, mais on a encore trop d'incertitudes pour pouvoir utiliser les additifs. C'est pour ça que l'ultra-transformation, c'est une sorte de proxy, un reflet très intéressant, parce qu'il ne dit pas c'est tel additif, mais il prend en considération le fait qu'il y ait des additifs et qu'il y a des procédures industrielles multiples qui, par des fractionnements, des reconstitutions, tout un tas de procédures industrielles, font perdre la qualité intrinsèque de l'aliment. Bien, bon, moi je vais arrêter avec mes questions parce que je pense qu'il doit y en avoir beaucoup dans la salle. Merci en tout cas, professeur Herbert, pour le temps consacré. Et puis, on va laisser effectivement apprendre les questions. Adrien. Donc, bonjour, merci pour cette présentation. Adrien de Castille, société Funky Veggie. Donc, nous, on fait des produits gourmands sans rien de bizarre à l'intérieur. Donc ça nous parle. On parlait des céréales, par exemple. C'est vrai qu'on voit, comme sur toutes les catégories, qu'il y a eu une bataille des industriels depuis quelques années pour aller vers le vert. Et on se retrouve en effet aujourd'hui avec des évolutions nécessaires quand on sait qu'il y a des familles qui donnent des chocs à pic au dîner de leurs enfants parce que c'est mieux qu'un fruit, c'est quand même vert. Donc pourquoi je lui donnerais une pomme? Il y a du choc à pic et il est vert. Donc ça semblait nécessaire.
Donc l'algorithme est en train d'être retravaillé et nous, les questions qu'on se pose, parce que nous aussi on est vert, hein, mais comme Choc-à-Pic, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas juste en train de décaler la bataille avec le Nutri-Score sur certaines catégories de produits sur le jaune en fait. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, demain, toutes les catégories qui ont du sucre vont être déclassées. Hein. Nous aussi, on en a moins que les autres, mais on en a quand même. Donc tout va passer au rouge, hein, pour dire aux gens attention, c'est pas très bien. Mais finalement, s'il n'y a pas plus de classes, si on reste sur un ABCD avec un jaune au milieu, en fait, on sera tous jaunes. Et finalement, c'est ça la problématique. C'est comment le consommateur, quand tout le monde sera jaune, va choisir entre les différents produits. C'est pour ça qu'il y a les mises à jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, est réévaluer la distribution par catégorie d'aliments. Parce que ce qui est important, c'est que garde un des fondements de Nutri-Score, c'est qu'il y ait la capacité d'objectiver une variabilité entre les produits. Si tous les produits étaient dans une seule catégorie, ça n'aurait aucun intérêt pour le consommateur. Donc, à chaque fois qu'il est remis à jour le Nutri-Score, si vous regardez les rapports, est testé l'impact que ça a pour la distribution, pour être sûr qu'on garde un maximum de catégories objectivées pour une classe d'aliments. Et donc, dans les céréales petit déjeuner, par exemple, je vous rassure, ça reste entre A et E. C'est-à-dire que, certes, les Choc-à-Pic passent de A à C, parce qu'elles ont 20 grammes de sucre, 22 grammes de sucre, mais elles restent mieux classées que d'autres céréales qui contiennent 30 ou 40 grammes de sucre, D ou E. Et par contre, des céréales qui ont très peu de sucre, voire pas de sucre, elles sont classées en A et B. Donc, la modification qui a été faite n'impacte pas l'intérêt de la capacité du Nutri-Score d'objectiver des différences au sein des familles d'aliments entre les classes. Et ça a été testé, je vous invite vraiment à regarder les rapports très complets des comités scientifiques. Alors, c'est des gros documents sur des bases de données dans différents pays pour être sûr qu'en plus, cette variabilité existait dans l'ensemble des pays qui ont adhéré, puisque les marchés sont un petit peu différents. Donc en Hollande, par exemple, avec la France, il peut exister des différences. Donc tout ceci a été parfaitement bien testé. Et donc, à chaque fois qu'il y aura des mises à jour, elles seront testées pour être sûres qu'elles ne touchent pas à la capacité d'objectiver cette variabilité au sein des catégories. Donc il n'y a pas de danger que tout aille dans le jaune, ou que tout aille dans le rouge, ou que tout aille dans le vert. Merci à nouveau pour cette présentation. Moi, je suis Simon, responsable affaires publiques pour la coopérative Sodial. On a beaucoup parlé de la cohérence entre les nouvelles modalités de calcul du Nutri-Score, notamment pour les boissons et les recommandations alimentaires. Comment est-ce que vous expliquez que demain, un Coca Light ou un Coca Zéro sera mieux noté qu'une boisson lactée ou un yaourt à boire, quand on sait que les produits laitiers sont recommandés par la plupart des autorités de santé publique, et notamment par le PNNS? Oui, alors il ne faut pas lui faire dire au PNS plus qu'il ne dit. Sur les produits laitiers, il ne recommande pas les yaourts à boire. Il dit des produits laitiers, 2 produits laitiers par jour et 3 chez les enfants, donc 2 pour les adultes. Il ne dit pas tel ou tel produit laitier. Il dit dans les produits laitiers, il y a le lait, les yaourts, les fromages. Donc il ne dit pas recommande de consommer des yaourts à boire ou autre. Il y a des yaourts qui sont classés A, il y en a beaucoup. Les yaourts à boire, s'ils ont peu de sucre, ils sont bien classés, mais s'ils ont du sucre, il est légitime qu'ils soient aussi mal classés qu'un produit qui contient beaucoup de sucre, même s'il y a du lait. L'apport des 2 produits laitiers chez les adultes et des 3 produits laitiers chez les enfants ne se fait pas obligatoirement uniquement par des yaourts à boire ou des laits aromatisés. Donc là, c'est même une anomalie qu'il y avait qui a été corrigée. Maintenant, pour le lait, il reste bien classé. Alors, je sais que la filière laitière se plaint beaucoup et intervient beaucoup et pousse beaucoup, mais les choses sont maintenant actées, donc c'est un combat un peu d'arrière-garde. Mais le lait est bien classé. Le lait est B, vert. Alors, ça fait partie des aliments qui sont plutôt bien classés et qui, en plus, permettent de discriminer les laits crémés, demi-crémés avec les laits entiers, ce qui est aussi une recommandation du PNNS, qui recommande dans les produits laitiers de discriminer, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc, l'évolution des produits lactés, même si je sais qu'elle fâche pour le moment, mais j'ai confiance que les choses évolueront dans le temps, les secteurs laitiers ne font que corriger certaines anomalies qu'il y avait, car quand même, vous avouerez que c'était quand même pas légitime de considérer qu'un yaourt à boire
doit être classé dans le calcul des aliments solides. Si c'est à boire, c'est une boisson. Sinon, vous n'appelleriez pas ça yaourt à boire. Vous trouverez ça, parce qu'à ce moment-là, ça ouvre la capacité de contester tous les classements. Quand on dit que quelque chose est à boire, par définition, c'est une boisson. Maintenant, on peut compter sur l'imagination que vous aurez pour retirer du sucre, rendre le produit plus favorable de manière à gagner naturellement du Nutri-Score en accord avec les recommandations de santé publique. Et on n'est pas inquiet sur la couverture des besoins en calcium et autres dans notre population. Donc, on a une cohérence avec les recommandations de santé publique et je pense que c'est plus légitime que ce qu'on avait avant, ou tout de même des produits très sucrés, des laits chocolatés, des laits aromatisés ou des yaourts à boire se retrouvaient classés A. Ce qui n'est quand même pas légitime alors qu'ils avaient des teneurs en sucre très élevées. C'est le même problème qu'il y avait avec les céréales Choc-a-Pic ou Nesquik. Bonsoir, je m'appelle Gonal, je travaille chez Nutrition et Santé. Et je voulais revenir sur l'échange que vous avez eu tout à l'heure sur la combinaison Nutri-Score et transformation. Vous avez pris l'exemple du jus de raisin, très sucré mais peu transformé. Je me posais la question à l'inverse d'un produit qui serait très bien noté au Nutri-Score, mais considéré comme ultra transformé. Je vais prendre un exemple tout simple. Chez nous, on fait du tofu, et c'est très traditionnel. On utilise du sel de nigari. Donc c'est considéré comme un additif, mais c'est la méthode traditionnelle néanmoins. Il est donc considéré comme ultra transformé Nova 4, mais il est Nutri-Score A. La question que je me pose, et je crois que ça a été testé dans l'étude à laquelle vous faisiez référence, je crois avoir entendu Mathilde de Touvier en parler, c'est une étude sur 20 000 personnes, je crois. Tout à fait. Je voulais savoir comment les consommateurs que vous avez intégrés dans cette étude arrivent à comprendre sur le plan éducationnel, comment est-ce que ça peut passer un message qui peut être contradictoire comme ça? Alors, une fois de plus, il peut paraître contradictoire. Ce qui est important, c'est la communication qui est faite à côté. Donc, il est indispensable de communiquer. Alors, j'insiste bien, il reste encore des aliments pour lesquels il faut qu'on précise dans l'application pour un étiquetage leur classement. Tout dans Nova, et Carlos Montero qui a créé cette classification le dit, il y a des zones un peu encore floues. Mais ça ne représente qu'un pourcentage extrêmement faible d'aliments. Maintenant, en effet, vous avez raison, il y a des incohérences, enfin, ce n'est pas des incohérences, mais des divergences entre, pour certains aliments, je prends d'autres exemples, les steaks végétaux ou autres, c'est des produits très ultra transformés qui ont un bon Nutri-Score parce qu'ils sont peu gras, peu sucrés, peu salés. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme cela. Il faut donc qu'on fournisse les informations. Et je rappelle que tous nos logos, que ce soit Nova, que ce soit Nutri-Score, ne disent pas il faut arrêter de manger ces aliments. Ils rappellent simplement, si un produit est mal classé par le Nutri-Score ou si un produit est ultra transformé, qu'il faut limiter sa consommation. Personne, et Carlos Montero, l'inventeur du concept de Nova, ou nous pour le Nutri-Score, personne n'a dit il faut interdire ces produits. Il faut simplement, aujourd'hui, réduire leur consommation parce qu'elle est devenue beaucoup trop importante. Il faut pousser à réduire l'offre, comme ça a été évoqué par Jean-David tout à l'heure, et c'est là l'intérêt de ces logos. Donc, une fois de plus, dans l'arbitrage que fera le consommateur, on lui rappellera, et c'est la communication qui doit être associée, qu'il doit limiter la consommation des produits ultra transformés, qu'il peut en consommer. S'il en consomme, il doit être conscient que c'est un produit ultra transformé. Mais ça n'empêche pas d'en consommer de la même façon que les produits mal classés par le Nutri-Score. On ne dit pas qu'il ne faut pas en consommer, on alerte simplement que ces produits doivent être consommés de façon raisonnable et que c'est important que le consommateur ait cette information directement sur l'emballage des aliments. Et dans l'étude, on voit que les personnes ne se sont pas plaintes de ces divergences pour certains aliments. Parce qu'ils sont capables d'arbitrer à partir du moment que la communication... Et on est dans des conditions expérimentales dans lesquelles il y a très peu de communication qui est faite. On peut penser que si ce système était mis en place,
serait associé à une large communication sur la façon dont il faut comprendre ces différentes dimensions et les interpréter, et laisser au niveau individuel la capacité d'arbitrer. Merci beaucoup pour votre intervention. Tamia Ménez, Sunshine, céréales petit déjeuner. Mais ma question, c'est plutôt aux visionnaires que vous êtes, parce que vous avez quand même eu cette incroyable idée du Nutri-Score. On a vu la puissance de transformation à la fois du comportement des consommateurs et de l'industrie. Et du coup, si aujourd'hui vous deviez refaire un rapport, quelles seraient pour vous les nouvelles mesures ou les leviers de transformation de nos comportements qu'on pourrait mettre en place? J'ai vu, évidemment, vous avez évoqué les transformations, l'amélioration, l'association Nutri-Score Nova, mais aujourd'hui, si cette question vous était de nouveau posée, enfin, je vous la pose, quel devrait être nos combats? Alors, d'une part, Nutri-Score n'est pas une invention personnelle, hein, c'est un travail d'une équipe de recherche, donc simplement, j'en ai été l'émetteur, mais c'est un travail qui repose sur de la science avec une équipe scientifique. Alors maintenant, pour votre question, quels éléments à mettre dans le cadre d'une politique nutritionnelle de santé publique à la hauteur des enjeux de santé publique? Ça, c'est pas très différent de ce qui a été déjà rédigé dans le rapport que j'avais rendu, mais qui a été également largement diffusé par le Haut Conseil de la santé publique ou la Cour des comptes. On sait les mesures qu'il faut mettre en place. Elles ont d'ailleurs été évoquées par Jean-David tout à l'heure. Nutri-Score, à lui tout seul, ne résoudra pas tous les problèmes de nutrition. C'est un élément d'une politique qui doit être complété, alors bien sûr par de l'éducation, de la communication, de l'information, mais également par des mesures qui nécessitent un engagement politique, une volonté politique forte. C'est la réglementation de la publicité, avec l'interdiction de la publicité pour des aliments qui ne sont pas de bonne qualité nutritionnelle. On ne veut pas interdire ces aliments, on veut interdire leur promotion. Donc il faut réglementer la publicité, rendre plus accessibles des aliments de bonne qualité nutritionnelle et moins accessibles, pour être simple, la junk food, par des systèmes de régulation économique, de taxation, subvention. Peut-être réfléchir dans le futur, et c'est tout à fait faisable, et d'ailleurs des réflexions ont déjà été entamées sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'offre. On voit, le Nutri-Score le montre, que dans une même catégorie, même entre des marques, il peut y avoir une variabilité considérable de composition nutritionnelle. Peut-être peut-on fixer des limites si on regarde la variabilité qui existe dans des mêmes types. Il y a 35 marques de muesli, croustillants, pépites de chocolat en France. On a été surpris de voir avec le Nutri-Score, ça va de A à E. Pourtant, c'est le même nom, même produit. Le consommateur pense que c'est le même aliment. Ça varie beaucoup en termes de sucre, de sel et de gras. On pourrait très bien dire, on regarde la composition de ces différents types de produits, on prend la médiane, plus ou moins 10%, et on dit, ben voilà, pour le gras, le sucre et le sel, on peut fixer des limites. Donc il y a une possibilité, sans standardiser complètement l'alimentation, il ne s'agit pas qu'il n'y ait qu'un seul produit, mais de réduire la variabilité pour que l'offre soit plus proche des standards nutritionnels. Toutes ces mesures, aujourd'hui, tous les nutritionnistes de santé publique les portent. Donc, vous voyez, ma vision n'est pas une vision personnelle, c'est la vision un peu de l'ensemble des acteurs de santé publique. Il faut des mesures sociales aussi pour rendre plus accessibles ou plus défavorisés des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Il y a tout un tas donc de mesures qui nécessitent une forte volonté politique, puisque ça passe par des réglementations, des régulations. Mais ce qu'il faut, et Jean-David l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'on déplace ce qui a été longtemps un adage qu'à la fois les nutritionnistes ont porté et que les industriels ont entretenu, qui était de responsabiliser le consommateur. Mais tout ne dépend pas du consommateur. Il n'est pas souverain. S'il n'a pas accès économiquement aux aliments de bonne qualité nutritionnelle, il ne pourra jamais se les offrir. Aussi un marketing forcené qui pousse par la publicité ou par des offres promotionnelles à manger des aliments qui ne sont pas de bonne qualité nutritionnelle, ça aboutira à orienter ses choix alimentaires parce qu'il n'est pas totalement souverain, il est victime de pression. Donc il faut qu'on déplace de la responsabilité individuelle à une responsabilité collective, ce qui passe par des lois, des réglementations et qui passe par une dimension politique.
Bonjour, Clément Pouillat, donc cofondateur de Yacon & Co. Moi, je me mets à la place du consommateur et en fait, aujourd'hui, le consommateur, il est perdu parce qu'il y a une multiplication de tous les scores. On a parlé de Nova qui a donné lieu à SIGA, qui donne aujourd'hui lieu à le label Ingrédients Simples, le label Bio, le Planet Score. Malgré tout, dans tous ces labels et tous ces scores, c'est quand même vous qui avez la plus grosse notoriété, je pense le plus gros impact sur l'acte d'achat du consommateur. Est-ce qu'il ne serait pas venu le moment d'essayer de faire un consensus, de rassembler toutes ces belles personnes autour de la table pour créer un label, un score qui soit simple et qui du coup soit un petit peu plus global, en prenant en compte, oui, des éléments nutritionnels, mais aussi effectivement des éléments d'ultra transformation, et je pense que vous êtes assez revenu dessus, donc ça on a compris que vous en étiez bien conscient, mais aussi des questions d'environnement et aussi le label bio, parce que on n'a pas parlé des pesticides jusque-là, mais je pense que c'est aussi un vrai enjeu et un vrai sujet à mettre sur la table. Oui, mais vous voyez, j'ai dit que c'était très difficile d'agréger l'ultra-transformation et la composition nutritionnelle. Si en plus, vous voulez agréger les effets environnementaux, le bien-être animal, la rémunération des agriculteurs, etc., dans un logo unique, là, ça devient vraiment mission impossible, même s'il y a des applications qui le proposent. Mais le grand danger, c'est que si vous essayez d'agréger tout dans une note globale, dans un indicateur unique, vous allez lisser chacune de ces dimensions et faire perdre le sens. Donc, on ne peut pas ne pas passer par plusieurs logos juxtaposés. Alors, vous avez raison, ça complique, c'est complexe, on ne sait pas comment c'est possible. Pour l'instant, il y a un logo nutritionnel. Si on met le bandeau noir, ça reste un seul logo. Il y a le logo agriculture biologique, donc c'est aussi légitime. On peut discuter sur les conditions de son application, mais il existe, il renseigne tout de même sur la problématique des résidus de pesticides. Ce n'est pas parfait, mais c'est un outil existant. Qu'il y ait un outil environnemental, ça paraît une demande sociétale extrêmement forte. Alors, Planet Score, EcoScore, il va y avoir des arbitrages qui vont avoir lieu. Ensuite, c'est vrai que ça va être au consommateur d'arbitrer en fonction de ses choix individuels, s'il fait passer au premier plan la santé individuelle, la sienne ou la santé de la planète, mais on n'échappera pas à fournir ces éléments d'information. Donc, on veut bien, et on a déjà essayé de se rassembler autour d'une table pour discuter, et on serait ravis s'il y avait la possibilité d'arriver à simplifier les logos, mais malheureusement, on n'est pas capable de synthétiser ces dimensions qui sont extrêmement différentes en un logo unique. Maintenant, il faut arrêter à un moment. Et vous savez, ce qu'il faudrait aussi, c'est se débarrasser de tous les logos qui n'ont pas de sens, mais qui existent déjà sur les emballages, qui sont des initiatives le plus souvent d'ailleurs des industriels. Donc, il faut nettoyer peut-être ces logos qui n'ont pas d'intérêt, pas de reconnaissance, garder des logos qui ont un sens et sûrement les limiter. On ne pourra pas tout mettre sur des emballages, mais mettre des logos fondamentaux sur ce qui renseigne vraiment sur la santé individuelle et la santé de la planète. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. Donc, je suis Thierry Chiesa, directeur général de Equibio, groupe Compagnie Léa Nature. Alors, en fait, j'ai une question débat un petit peu, mais bon. Moi, j'ai noté, par exemple, que Danone avait fait le choix, à un moment donné, de toute la transparence, sous le règne d'Emmanuel Faber, de dire on met Nutri-Score sur tous les produits, bon comme pas bon, entre guillemets, bon ou pas bon, plus ou moins coloré, on va dire. Il s'est avéré que pour la Danette, fameuse Danette, ils avaient un Nutri-Score de D, et les ventes ont significativement baissé. Ce qui n'a pas été profitable, entre guillemets, à la marque, mais ils ont quand même fait ce choix, qui est un choix courageux, de vérité. Je ne sais pas si tous les industriels vont faire ce choix-là. Et notamment demain, si on prend par exemple le cas du Choc-à-Pic qui passe de A à C, est-ce que les marketeurs vont dire « Ah ben oui, bon écoutez, on va dire la vérité encore une fois », avec le risque éventuellement de perdre des ventes, du volume, dans un contexte économique qui n'est pas si simple que ça. Donc fondamentalement, à un moment donné où on veut dire la vérité, par le changement, l'évolution, on peut avoir des industriels qui finalement disent plus du tout la vérité, ou l'enlèvent complètement pour cacher quelque chose qui n'est pas favorable à la consommation, parce qu'on a prouvé quand même que les produits qui avaient un Nutri-Score A ou B avaient des meilleures ventes, finalement. Donc, la question que je me pose, c'est
finalement, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'imposer, ce Nutri-Score, sur tous les produits alimentaires? Parce que c'est là le débat, sinon on va continuer à aller dire ça va bien, c'est A, hop, je le mets, c'est D, je l'enlève. Et donc ça, c'est comment vous, avec tout le travail que vous avez fait, vous pouvez nous aider, parce que c'est aussi l'objectif de ce collectif, hein, pour l'imposer, pour que ça soit une norme et que tout le monde y adhère et accepte de dire la vérité sur ces produits, non pas quand c'est favorable, uniquement quand c'est favorable. Parce que sinon, c'est toujours le débat de tous ces labels ou de tous ces scorings. Alors, vous me permettez juste de corriger une chose, c'est un industriel, lorsqu'il adhère sur une base volontaire à Nutri-Score, qui s'inscrit sur la plateforme d'enregistrement de Santé publique France, a l'obligation de le mettre sur tous ses produits. C'est-à-dire, il peut ne pas adhérer, il peut adhérer quand c'est des grandes multinationales pour une marque et pas une autre, mais sur cette marque, il doit le mettre sur tous ses produits. Donc, Nestlé, par exemple, qui a adhéré Nutri-Score, l'a mis sur l'ensemble de ses produits et doit faire la modification. Il était au courant qu'il y aurait des modifications qui sont faites. Donc, le problème qui se pose pour nous n'est pas tant pour ceux qui ont adhéré à Nutri-Score, qui mettent déjà sur l'ensemble de leurs produits, c'est comment forcer la main aux grands industriels qui refusent de mettre le Nutri-Score, de l'adopter. C'est le cas, je sais pas, de Lactalis, de Ferrero, de Mars, de Mondelez, de Coca-Cola, d'Unilever ou de Kraft, qui aujourd'hui refusent de le mettre sur leurs produits. Donc ils ne le mettent sur aucun de leurs produits. La seule façon de leur forcer la main, c'est de changer la réglementation européenne, le règlement d'information des consommateurs qui a été mis en place en 2011 et qui interdit les États membres de rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle complémentaire au tableau obligatoire de déclaration nutritionnelle. Et c'est tout le combat qui est mené aujourd'hui au niveau européen, mais c'est également la mobilisation très forte de ces grandes sociétés que je viens de citer, ou des grandes filières agricoles, du fromage ou de la charcuterie, la FNSEA en France, Copa-Cogeca au niveau européen, et puis l'Italie est un lobbyiste qui défend, soi-disant, ces produits made in Italy, qui combat la capacité donc que la Commission européenne reconnaisse Nutri-Score comme obligatoire. Donc le combat, il est là. Ce que vous pouvez faire quand même, c'est participer à l'information des consommateurs sur le fait que c'est un outil de transparence, que les sociétés qui adhèrent au Nutri-Score sont des sociétés qui sont responsables, de manière à contribuer avec les associations de consommateurs, avec les scientifiques et les politiques, à ce que, dans le débat public, soit reconnu que c'est illégitime aujourd'hui que des marques refusent de jouer la transparence sur la composition nutritionnelle de leurs produits. C'est un droit des consommateurs, c'est un devoir des opérateurs économiques de le faire, et il faut mettre ça dans le débat public pour que soient pointés du doigt ceux qui refusent de jouer ce jeu de la transparence. Super, merci beaucoup, professeur. Voilà. J'ai rarement été autant applaudi. Merci. Non, merci beaucoup. On continue après. Une belle transition, on parlait de réglementation, on parle de transparence, de droit du consommateur, de savoir ce qu'il mange. On parle, je crois que la transparence est d'ailleurs un des socles des réglementations européennes sur l'alimentaire. Donc, on va continuer avec Richard Ramos, député, et David. Eh bien, pendant cette première partie, cher Richard, il y a eu beaucoup d'appels du pied en direction de la puissance publique, notamment. Richard Ramos, député du Loiret, Modem. Je l'ai rencontré quand j'étais chez Fleury Michon, et on parle beaucoup des industriels et de leur capacité ou incapacité à bouger, et du niveau faible de confiance que peuvent avoir les consommateurs envers les industriels. Je crois que juste derrière les industriels, il y a les politiques dans les baromètres de confiance. Et pourtant, de la même façon que tous les industriels ne font pas n'importe quoi, c'est la même chose pour toutes les professions. Et Richard Ramos est une des personnalités politiques qui porte les sujets justement de santé publique et de transparence au plus haut niveau dans l'hémicycle, et puis on en parlera peut-être au niveau européen.
Comment est-ce que tu réagis à ce qu'il a été dit jusqu'à présent? Qu'est-ce que t'inspire le fait de voir un collectif comme ça de marques demander aux politiques de nous obliger à dire la vérité? Et qu'est-ce qui fait que le sujet avance ou pas aujourd'hui? Bon, merci et merci au collectif. Moi, juste rappeler que j'ai été élu député en 2017. En 2001, je perds 200 000 euros en 2001. Je crée une SAS qui s'appelle Infoproduit. Vous tapez le code barre, je vous dis ce qu'il y a dedans. Et en fait, je perds 200 000 euros. Je crois que Serge Hetzberg était dans... Je ne sais plus dans quel... Donc il y avait l'agropole d'Agen, et puis il y avait avec l'Anvar, voilà, où je gagne le Grand Prix de l'Anvar. Et puis à l'agropole d'Agen, finalement, quand j'arrive comme lauréat, M. Riboud Danone dit « Mais on ne va pas créer un truc qui pourrait demain être plus fort que ma marque ». Et donc il a appelé tous les industriels qui étaient OK avec moi au début pour leur dire de faire marche arrière. Et c'est comme ça que je perds 200 000 euros. Pour les entrepreneurs dans la salle, j'étais en SNC. Donc, conclusion, il faut rembourser. Et donc, dans la nuit, je crée un journal qui s'appelle Feuille de chou. Et on a tiré Feuille de chou pour apprendre aux enfants à bien manger, agréé par le PNNS, entre 600 000 et 1 million d'exemplaires par mois, pendant 15 ans. Maintenant, je vais arriver au parlementaire que je suis. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai été chroniqueur gastronomique, j'avais une émission à la télé sur France 3, Petit Paysan, et finalement, et puis j'ai fait quelques travaux dans des restaurants auxquels on les visite pour leur dire des petits bonjours, puis des fois les déclasser ou les classer. Et donc, quand j'arrive au Parlement, j'arrive plutôt avec celui qui sait ce que c'est un bon produit. Je ne sais pas tellement ce que c'est qu'un mauvais produit, en fait. Et donc, je défends, on va dire, les petits paysans, les circuits courts. Voilà. Et d'ailleurs, je fais une bêtise un jour sur France 5. Je fais une erreur sur un additif. Je fais une erreur sur un additif parce que j'avais tout bien préparé. J'étais nouvellement député. Et la veille au soir, une copine de ma femme, et elle est toujours copine avec ma femme, et avec moi aussi, elle est médecin, et elle me dit « Mais tu devrais dire ça ». Et elle me donne le E330, me disant que c'était dangereux, alors que c'était une fake news, une vieille fake news. Alors que moi, j'avais bien préparé tout le reste, surtout sur le côté j'avais amené une pizza. Voilà. Et donc, pour vous dire déjà que quand je suis arrivé comme parlementaire très vite, j'ai vu que l'un des combats qu'il fallait qu'on mène, nous, la force publique, nous, le législateur, il n'était pas que dans les produits qui sont des produits quasiment que nous sommes tous ici des bons bobos, mais qu'il fallait aller taper sur les produits qu'on allait pousser son chariot, et qui chez Lidl, et qui chez Aldi, et qui chez Super U, etc. Et donc, aller taper les industriels en les poussant à faire de la plus grande qualité. Et donc ça a été ma conviction très très vite, ça, au Parlement, dans la loi Egalim, en disant, mais en plus moi je suis un entrepreneur, donc j'ai rien contre les industriels, ça me pose aucun souci, mais je me suis dit, il faut qu'on s'occupe de ça. Et donc j'ai regardé évidemment les combats que je pouvais mener. J'ai commencé par un combat qui n'est pas terminé sur les nitrites, parce que j'avais l'intuition que c'était dangereux, et j'avais l'intuition également qu'il fallait que je m'appuie sur la science pour démontrer que c'était dangereux. Et j'ai eu la chance de rencontrer des scientifiques français formidables, évidemment Axel Kahn, avec qui j'ai eu la chance de le voir régulièrement, et ça reste quand même une émotion quand un type, à quelques semaines de sa mort, vous envoie encore des SMS pour dire qu'il faut tenir le coup. C'est que vous dites que le combat vaut la peine. Et puis, des gens comme Océane Martin, des gens comme Jérôme Santolini, qui étaient des chercheurs. Et là, je m'aperçois que finalement, les lobbyistes sont à tous les étages, et que finalement, la puissance des lobbyistes, à l'époque, j'avais déjà entendu parler de ce qu'on appelait, dans le combat contre le Nutri-Score, le Big Six, à l'époque. Mais là, je vois déferler, je dirais, des lobbyistes
dont je comprends qu'ils sont plus puissants que la force publique. C'est-à-dire que moi, qui en arrivant au Parlement, ce n'était pas le lieu, en fait, l'hémicycle, c'est plus petit que quand on le voit à la télé, en fait. Mais vous dites, il y a eu quand même un tel, une telle qui a fait des choses dans cet hémicycle. Et là, vous dites, les lobbyistes sont plus forts que le politique. Et très très vite, vous avez ça que vous voyez, et vous essayez de décrypter, pardon, et je vais revenir sur l'étiquette, mais pour moi, c'est important de démarrer avec vous là-dessus, parce que c'est le cœur de la rapidité au changement qu'on doit mener, les uns et les autres. Et avec 3 techniques qui sont toujours les mêmes chez les lobbyistes, de certains niveaux. 1, fabriquer du cognitif faux, et parfois fabriquer du cognitif scientifique faux, avec des gens comme M. Le Cerf, il m'aime bien, c'est un voyou. Je veux dire, aller faire croire que parce qu'il met Pasteur sur son truc et qu'il a pris des honoraires à des industriels, on fait croire que c'est la force publique et que ce qu'il y est vrai parce qu'il serait scientifique, c'est une escroquerie, au moins intellectuelle. Quand l'INRAE fait une étude sur le nitrite et que 2 millions d'euros sont payés par la FIC pour payer l'étude à l'INRAE, et que même le ministre de mon camp politique fait un rapport et il dit l'INRAE a dit, sans dire que 2 millions d'euros de cette étude-là a été payés par les lobbyistes et par les industriels, ça m'interroge. Et donc moi, au-delà de l'étiquette, et on va y venir, c'est comment la force publique, la science, l'intérêt du consommateur, l'intérêt des citoyens fait face à la puissance de l'argent qui ont une habileté incroyable. La deuxième chose, quand on a créé du cognitif faux, je vous parle des scientifiques, Madame Parent-Massin, qui avait écrit des choses complètement fausses dans l'Académie d'agriculture sur le nitrite. J'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai eu le temps de chercher. Elle n'avait même pas, la haute autorité, déclaré la petite boîte qui facturait ses honoraires. Après, elle a voulu me faire un procès, parce que moi, je dénonce. Moi, je donne des noms, moi. Nous, les politiques, notre nom, il est dans le journal. Donc, tous les gens qui sont dans les arrière-cours, il faut donner leur nom. Voilà, il faut leur dire, il s'appelle un tel, il fait tel métier, il facture ou il facture pas. On peut facturer, c'est pas le sujet, mais on doit mettre. La deuxième chose, c'est la connivence. On fabrique de la connivence. C'est-à-dire, pour tordre les combats qui peuvent être des combats justes, on va créer de la connivence. Je donne un exemple. Vous avez des très grosses agences de communication, je pense à Com Public. Ils créent des fausses associations. En fait, c'en est pas. C'est une marque qui appartient à une agence de lobbying. Et on va y faire venir à la table française. On va aller manger chez Ferrandi. Et on va faire venir des gens importants qui vont faire des belles conférences. Et les députés, les sénateurs, nous, on y va. On crée de la connivence. Mais en plus, les gens qui vont intervenir sont des gens qui ne voient pas le coup arriver. Ils y viennent. On pourrait très bien inviter Serge Gainsbourg, qui ne voyant pas que derrière, ça va servir à autre chose, il viendra y parler du Nutri-Score. Et on fait ça tous les mois. Et puis le dernier, c'est le discrédit. Par exemple, sur le sel nitrité, j'ai mené un combat avec François Ruffin, alors que je suis MoDem, en début de mandature, pour obliger Lactalis à déposer ses comptes. On en a fait avec François des vidéos. Et au moment où je défends le nitrite, Thierry Coste, lobbyiste connu, des chasseurs, et on dit que c'est lui qui avait fait démissionner Hulot, a envoyé la vidéo de moi avec Ruffin en disant « Regardez, Richard Amos, c'est quand même pas vraiment un mec sérieux. Regardez, il fait un truc avec Ruffin. » Donc, toujours ces 3 méthodes-là. Est-ce qu'on peut faire du lobbying positif? C'est la vocation qu'on s'est donnée dans l'association. Assumer cette dimension de lobbying, mais dans une logique d'intérêt général. Est-ce que, selon vous, il faut employer les mêmes méthodes? Alors, pour moi, on a besoin des lobbyistes. On a besoin de rencontrer des groupes d'intérêt. Quand on est sur la loi Egalim, j'ai besoin d'aller voir les groupes d'intérêt qui défendent des industriels, qui m'expliquent tout le mal qu'ils pensent de Michel-Édouard Leclerc, qui leur facture des pénalités logistiques qui n'existent pas. Et de temps en temps, j'ai besoin d'aller voir Michel-Édouard Leclerc qui m'explique quand même pourquoi le prix du Coca-Cola en France est 30% plus cher qu'ailleurs, alors que c'est le même produit. Donc j'ai besoin, pour me faire une opinion, de groupes d'intérêt qui viennent me voir. Mais là où j'apporte attention, c'est sur la fabrication du cognitif faux. C'est-à-dire que
À partir du moment où vous êtes un collectif de marques, vous êtes un collectif de marques qui dit « Nous, on aimerait tendre à la transparence et à l'amélioration de nos produits. » On ne dit pas qu'on est parfait, on dit qu'on veut tendre à ça. Et donc, vous allez pouvoir expliquer à des parlementaires, qu'ils soient députés, sénateurs, parlementaires européens, où vous êtes, où vous auriez envie d'aller, mais quelles sont vos contraintes. Moi, je me rappelle d'Emmanuel Vasnex à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, collègue de Sodial. Emmanuel, il invente une bouteille complètement recyclée, elle est grise, elle ne s'est jamais vendue. Il a fait chuter les chiffres d'affaires. Et donc, il y a des contraintes. Et donc, tout ça, on doit le faire sur un chemin qui est celui de la transparence, ce qui est votre collectif, et ce qui doit nous permettre d'avancer et sur l'ensemble des produits, notamment les produits industriels. Avec, deux, pour moi, sujets. Ce qu'a dit Serge Hetzberg sur l'étiquette elle-même, qui est le sujet de ce soir, l'étiquette et les applications. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on a besoin d'une information sur l'étiquette. C'est-à-dire que, et après on parlera des applications peut-être, mais sur l'étiquette, c'est quand même dans le quart de seconde auquel je choisis de temps en temps un produit par rapport à un autre, c'est sur l'étiquette finalement que je vais aller. Et puis l'étiquette, tout le monde l'a sous le nez, alors que l'application, même si Yuka, Open Food Fact et d'autres, etc., on doit défendre ça. Et ce qui est important pour moi, c'est de penser que, également, vous voyez les acteurs comme ce soir, les associations, je pense à Que Choisir, j'étais avec eux ce matin, à Foodwatch, la Ligue contre le cancer, doivent travailler, les scientifiques doivent travailler. Ce qui m'inquiète un peu, c'est si demain la loi protège moins que vous tous réunis. C'est-à-dire, et ce qui veut dire que là, pour moi, si la loi ne protège pas, alors on s'éloignera encore plus de la démocratie et les gens iront aux extrêmes. La loi doit protéger. Comme l'a dit Serge Hetzberg, si un produit tue comme le nitrite, on doit juste l'interdire. Alors j'allais revenir exactement sur le sujet des nitrites. L'OMS l'a déclaré cancérogène. Il y a toute une série d'études du CIRC sur le sujet. Il y a quasiment scientifiquement plus de débat sur le dispositif. Tu prends le sujet, tu le portes à l'Assemblée nationale, il est retoqué une fois, deux fois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un sujet aussi clair que ça, on n'arrive pas à avancer? Et qu'est-ce qui nous rendrait un tout petit peu d'espoir pour que le Nutri-Score devienne obligatoire si, sur un sujet sur lequel il y a un sujet de santé publique avéré, on n'arrive pas à progresser au niveau de la puissance publique? Alors d'abord, moi, je n'ai pas la force de conviction de Serge Hetzberg. Donc lui arrivera mieux que moi à faire en sorte que le Nutri-Score soit obligatoire, parce que c'est d'abord une nécessité. D'accord? Et puis, en fait, c'est qu'une question de temps et de ténacité. Je veux dire, on va gagner. Serge Hetzberg va gagner. Je veux dire, il doit gagner. Il va parce qu'il doit. Et donc, le Nutri-Score doit être obligatoire. Alors après... Est-ce qu'il faut que l'opinion ait progressé suffisamment en amont? Qu'est-ce qui fait que la législation peut venir entériner quelques changements de ce type? Après, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le consommateur. C'est-à-dire que l'industriel, c'est un commerçant. Il voit bien que quand il met un Nutri-Score qui a un bon score, il en vend plus. Donc il se dit, j'ai intérêt, je vais regarder mon produit, je vais faire des recettes qui vont être... Alors même si lui, il ne se dit pas, ça va moins tuer, en tout cas, il va se dire, ça va plus vendre. Et donc, il a intérêt à le faire. Après, il y a une demande sociétale. Il y a un courant de fond sur à la fois la transparence et à la fois sur ce besoin de naturalité. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Alors que là, l'ANSES également a dit... j'ai un peu bousculé l'ANSES dans les auditions. L'ANSES a dit le nitrite, ça tue. Pourquoi? Parce que de temps en temps, l'économique est plus fort que le politique. C'est compliqué parce qu'il faudrait être spécialiste de tout. Et en fait, le parlementaire, et je m'inclus dedans, on est dans une espèce de grande lessiveuse auquel ils ont piqué le bouton arrêt, et puis on vous met un texte qui en amène un autre, et les retraites, et l'immigration, et et quand vous voulez vous poser sur des sujets, vous avez peu de députés, sur 577, qui peuvent finalement prendre une décision qui est une décision issue de la raison. Et donc ça aussi, c'est très compliqué.
Et donc, voilà. Après, je pense que, pardon de défendre les parlementaires, quand, en gros, ça passe pas parce que les lobbyistes travaillent bien, ils appellent chaque député dans chaque circonscription qu'un industriel. Et donc, ils se demandent à l'industriel d'appeler chaque député de chaque circonscription. Ensuite, cette fameuse connivence qui est une mécanique incroyable. Incroyable. Je veux dire, ça crée des liens, etc. Tout est bon. Les chasses, on regarde dans chaque député quelle école il a fait. S'il a fait HEC, je lui envoie un lobbyiste qui a fait HEC. S'il a fait Centrale, je lui envoie un centralien. Pareil dans la haute administration. C'est ciselé. Voilà. Mais par contre, moi je pense que le travail parlementaire à un moment donné paye. Moi, vous savez, on a avancé. On a fait une loi qui a été votée au Parlement à la quasi-unanimité, mais moins une voix, auquel on l'a enlevé de son contenu. Mais on a dit, quand l'ANSES se sera prononcé, on mettra les interdictions ou des réductions. C'est sur les nitrites, toujours ça. C'est sur les nitrites. Ça a été voté. Donc maintenant, ça demanderait à aller au Sénat. Et quand des collègues, par exemple, de la NUPES avec les écologistes, ont remis le couvert, j'ai envie de dire, ils n'ont pas réussi. Mais par exemple, moi, sur un amendement qui interdisait le nitrite, la loi n'a pas été votée, parce qu'une finale n'a pas été votée, j'obtiens la majorité contre mon propre gouvernement. Ce qui veut dire que le travail parlementaire est transpartisan, mais c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on m'arrête encore pour me dire quand est-ce que tu reviens dans l'hémicycle pour nous proposer un texte. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de nouvelles coalitions, justement? Alors, il y a le travail parlementaire qui est un travail de fond pour aller sur le fond des dossiers, mais est-ce que, effectivement, dans cette logique de lobbying positif, des entreprises comme nous ne peuvent pas fournir de la matière qui vous permettrait d'aller plus vite, d'accélérer sur des sujets en ayant des retours d'expérience à impact? Si, parce que des entreprises comme votre collectif, elles montrent qu'il y a un mouvement dans la société. Et elles évitent de temps en temps les caricatures de certains aussi quand même, de vouloir dire si t'es patron, si t'es industriel, t'es forcément un mauvais. Et donc, ce collectif qui est le vôtre et des marques démontre qu'il y a une volonté de proposer quelque chose de différent. Voilà. Et ça, c'est pour moi ce que vous faites. Ça crée un poids. C'est primordial. C'est primordial parce que c'est le piège dans lequel il ne faut jamais tomber, c'est d'opposer, par exemple, le consommateur avec les industriels. Voilà. Moi, je pense que le marché, on m'a appris ça quand je crois que j'étais en terminale, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. D'accord ? La demande, elle sera de plus en plus en naturalité. Et donc, l'offre s'adaptera. Après, c'est long, c'est des combats qui sont très, très importants. Vous avez vu, par exemple, les industriels, la FICT, attaquer Yuka dans les tribunaux. En première instance, moi, j'ai arpenté la France avec Yuka pour les défendre dans le tribunal. D'accord ? C'est le tribunal de commerce, oui. C'est le tribunal de commerce. Et ils n'attaquent pas Yuka, qui avait dit que le nitrite n'était pas bon, pardon, sur le fond. Ils l'attaquent au tribunal de commerce pour dénigrement, parce que Yuka, ça fait que 20 000 ou 30 000 euros de résultats à la fin, et ils pensent qu'ils vont le faire déposer le bilan au tribunal de commerce. D'accord ? Et je vous passe les détails dans les tribunaux de commerce. Et là, on a vu des connivences entre le juge et le chef d'entreprise qui étaient dans le même Lions Club. Et donc, c'était incroyable. Je ne blague pas. J'avais été vérifié. Parce que je connais un peu les tribunaux de commerce. J'étais un élu rural avant, etc. Je me suis dit, soit une loge maçonnique, soit au Rotary, soit au Lions. Donc, je me suis dit, je vais fouiner un peu. Là, c'était le Lions. Le juge était dans le même Lions que le patron qui avait attaqué Yuka. Et donc, ces combats-là sont des combats, mais il faut les mener. Et là où on a besoin de vous, votre collectif, c'est qu'on a besoin d'industriels, on a besoin de gens engagés qui disent « Nous, chiche, on va faire la transparence ». C'est-à-dire, on va avoir des contraintes qui seront différentes de celles de Serge Gainsbourg, différentes du parlementaire, mais on a besoin de ça. Et je le dis également en France et en Europe. Moi, j'ai appris, comme je dis souvent, moi, je ne suis pas très intelligent, alors ça me sauve, parce que déjà, je doute. Mais très vite, j'ai quand même appris un truc, c'est qu'il faut qu'on ait, ici en France, et le Parlement européen.
Et donc, il faudra amener ces combats-là, parce que l'information consommateur est très importante. Et avec le collectif, on essaiera de vous inviter, puisque au Parlement, alors moi, nul n'est parfait, ils m'ont mis président du groupe d'études gastronomie, art de la table, et donc voilà. Mais mon ami... C'est cohérent. C'est pas mal, hein. Et mon ami Frédéric Descrozaille, lui, va faire le groupe Grande Conso, et à l'intérieur du groupe Grande Conso, je vais, moi, piloter l'information consommateur. J'ai décidé dans mon mandat qui vient de faire de l'information consommateur quelque chose de très important. Sur le Nutri-Score et l'Europe, j'en profite qu'il y ait Serge Hetzberg, j'ai peut-être un petit truc différent de ce qu'il veut faire. Moi, je pense que, alors, pas forcément pour des raisons scientifiques, mais plus pour des raisons politiques, soyons très clairs, il faut enlever les AOP du Nutri-Score en Europe. Parce que ceux qui veulent tuer le Nutri-Score et dans son obligation se serviront des AOP, du terroir, des traditions, etc., pour aller faire tomber le Nutri-Score. Et ça, dans des temps populistes européens, au-delà même de la France, c'est un argument que je ne voudrais pas que cet argument-là fasse tomber le Nutri-Score. Et donc, et puis, parce que Nutri-Score, Serge parle de son point de vue à lui, qui est son angle à lui. Moi, ça me ferait quand même suer qu'on puisse plus donner, des fois dans une cantine, du Roquefort à des gamins et qu'on fabrique un fromage qui aurait un bon Nutri-Score face à un petit bout de Roquefort, sans remettre de beurre dessus, Serge. 15 grammes, 10 grammes, non, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Parce que le Roquefort, c'est quand même le plus gras et le plus salé. Hein. C'est pour ça que j'avais pris un produit un peu emblématique. Mais il faut savoir quand même que c'est des combats qui sont très très importants, parce qu'ils sont violents, parce que c'est de l'argent, parce que c'est des milliards qui sont derrière, et que là-dessus, il faut aussi avoir le temps long. Donc on parle de compromis un peu pour pouvoir avancer, on parle de ténacité et on parle de coalition. C'est ça la recette d'un lobbying. Ah oui, on pourrait parler de jeu, mais sur le nitrite, je pense que, je me mets dedans, mais n'y voyez pas de la fanfaronnade de ma part. Ils ont eu une bonne dream team contre eux. D'accord ? Guillaume Coudray, le meilleur d'entre nous sur le sujet. Axel Kahn, Karine Jacquemart chez Foodwatch. Moi, ça faisait un peu de monde, je vais vous dire. Ils avaient avoir déployé l'argent, et nous, on n'a jamais, et ça aussi, ce soir, c'est important avec le public, c'est vous, on ne s'est jamais pris les uns pour les autres. Foodwatch est resté là où il devait être, Guillaume est resté là où il était, et moi, je suis resté là où j'étais. Je n'ai pas voulu faire de la récupération politicienne sur leur dos. Chacun était dans son rôle. Et ça a été une des forces dans cette affaire-là. Et donc, des collectifs comme le vôtre, ils ont un rôle. Le parlementaire en a un autre, le scientifique en a un autre, et que tout ça doit travailler ensemble, dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général, sans... Moi, je ne me prends jamais pour un scientifique. Je l'ai fait une fois, hein, E330. Après, j'en ai écrit un livre, parce qu'après, j'ai travaillé. Évidemment que j'ai travaillé. Mais il faut que chacun reste dans son rôle, et je pense que de toute façon, on ira sur des produits de plus grande naturalité. Je pense que même le marketing a changé. Aujourd'hui, peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont des marques petites. Je pense qu'aujourd'hui, les spécialistes du marketing vous diront qu'il faut créer une tribu. Et quand on a un cœur de cible sur une tribu pour créer un produit, on élargit après sa zone. Je ne me rappelle plus, j'avais croisé un jeune qui fait une boisson Yoko, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est très bien notée, etc. Et j'avais beaucoup discuté avec lui et sur cette idée de dire que on va arrêter de faire des grands produits de marque, etc., comme le Coca, etc. Mais on va faire des produits de tribu. On va leur donner une forte valeur ajoutée, la transparence, la naturalité, etc. On va créer une tribu qui permet à l'entreprise de tenir ses premiers chiffres d'affaires sur la tribu, et après on va élargir. Et donc là aussi, il y a
il y a plein de choses à faire sur ces affaires marketing qui sont très très importantes, et le prix quand même, parce que il faudra aller regarder le prix. Moi, je pense que sur le Nova 4, il faudra mettre... il y avait 2 débats sur des TVA différenciés entre un produit brut, semi-brut, transformé et ultra-transformé. Il y a peut-être un truc plus rapide qui sera de mettre une taxe d'assises sur Nova 4. C'est-à-dire aller chercher du pognon sur les taxes d'assises comme sur les alcools, ce n'est pas sur le chiffre d'affaires, mais sur le volume du produit. Et derrière, avec cet argent-là, le refaire basculer à la fois peut-être dans de la science, et avec les taxes qu'on récupérerait, et peut-être dans les produits qui seraient bruts et semi-bruts. Alors la législation a toute sa place, on en a parlé à de nombreuses reprises. Nous, on fait le pari qu'avec l'accès à l'information, les consommateurs, pas tous, mais auront la possibilité de choisir en conscience. Est-ce que, par exemple, sur le sujet des nitrites, pour tirer le fil qu'on a commencé à poser, si les industriels étaient obligés de mettre avec nitrite aussi gros que sans nitrite sur les emballages des jambons concernés, on aurait besoin de légiférer pour les interdire? Oui, parce que pour moi, un produit qui tue, on doit l'interdire. Là, pour le coup, le nitrite, c'est un peu particulier. Le sel ou le sucre, il en faut. Simplement, c'est la quantité. Mais le nitrite, on sait que ça tue. C'est un produit qui donne le cancer. Donc, c'est très... Voilà, pour moi, c'est très différent. La question aussi, et là, pour le coup, ma pensée n'est pas arrêtée, sur les applications. Est-ce que demain, on aura une application globale qui mettrait, par exemple, je vous dis une bêtise, le Nutri-Score à 60%, une autre à 20%, le juste prix payé aux paysans à 10%, et est-ce que ce n'est pas le citoyen qui pourrait changer les paramètres? Parce que là aussi, il faudra aussi être simplifié, mais je dis bien sur les applications et non pas sur Et je suis très content d'être venu parce que Serge Enzberg m'a donné une idée, c'est d'essayer de faire un texte de loi pour qu'on supprime tous les logos à la con. Donc ça, je trouve que c'est quand même un truc pas mal. Et donc, on va chercher, parce que je vois bien comment c'est possible, comment c'est juridiquement possible. Voilà, parce que ça aussi, on dit que c'est compliqué, mais c'est parce qu'il y a saveur de l'année, élu produit de l'année, tout ça, pardon. Je pense qu'on pourrait, avec une petite jurisprudence, avec des bons juristes, regarder que ce n'est pas une allégation fausse. Voilà, et donc... HVE, voilà, voilà. Mais je pense qu'on est dans le bon timing. Et puis, encore une fois, pardon, je vous taquine, mais je me mets dedans, on est tous des bobos. Il faut aller chercher les gens les plus faibles. Il faut que celui qui est au RSA, celle qui est au RSA, celui qui n'a pas les moyens aujourd'hui, il puisse avoir accès à ce qu'on dit ce soir. C'est-à-dire que même la lecture du Nutri-Score, je n'ai pas les chiffres. Je sais que ça fonctionne très bien chez les plus humbles, mais je suis persuadé que ça peut marcher peut-être un petit peu moins bien que chez des gens qui ça. Donc il y a aussi tout un travail à faire sur l'éducation au goût, voilà, qui nous permettra, je dirais, de travailler tous ensemble. Merci infiniment, cher Richard. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question, parce que vous avez parlé des bobos, justement, et l'ultra-transformation, souvent on dit qu'une des raisons pour laquelle on utilise des produits ultra-transformés, c'est souvent que c'est moins cher. Qu'est-ce que vous pensez du fait que si on veut manger mieux, il faut potentiellement aussi renchérir l'alimentation, et donc que les gens mettent plus de leurs revenus dans leur alimentation? Est-ce que vous y croyez? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais avant, on dépensait en gros 20%, on doit être à 11% aujourd'hui dans le budget des ménages. Je crois que c'est l'éducation. Je crois que, en fait, l'éducation, je veux dire, c'est quand même incroyable. On va sortir de 3e sur le socle commun sans avoir appris à lire une étiquette. C'est-à-dire, je pense que c'est l'éducation. Je veux dire, qui aurait cru que les gens... Moi, avant, je ne triais pas mes déchets. J'ai 55 ans. Je vais vous dire que dès que j'ai eu des filles qui ont été à l'école, elles ont vu le tri, elles m'ont fait trier les déchets. Et maintenant, j'ai même été président d'un C4 déchets. J'ai mis en place la redevance incitative. On a baissé en un an de 30% les déchets par habitant.
ça ne viendrait même pas à l'idée de ne pas le faire. Et donc, je pense que c'est l'éducation, cette affaire-là. Mais l'éducation, je suis de plus en plus persuadé que bien manger, même comme le goût, par exemple, parce que moi, je suis un grand défenseur du goût, parce que derrière le goût, il y a plein de choses que le goût lui-même, mais le goût, c'est quelque chose qu'il ne faut pas être artificiel non plus. Je pense que vraiment qu'on doit apprendre en faisant. On a tous aimé manger, non pas parce que quelqu'un nous a dit que c'était bon, mais parce que on a partagé un moment avec sa tati, sa tata, sa mère, sa grand-mère, etc. Et on a fait un peu quelque chose, où on a vu faire. Et donc, je pense qu'il faudra reprendre des cours de cuisine dans les écoles. Il faudra, voilà. Je mène un projet sur mon territoire qui va avoir le jour. Je milite pour 1001 conserveries publiques ou associatives en France. Et donc faire des conserves en commun, par exemple, avec des produits bruts. Et donc, j'en ouvre une dans mon territoire, dans ma circonscription, qui va être dans une école, parce qu'on aura comme ça même le matériel pour nettoyer les bocaux. En plus, comme il y a des chefs d'entreprise dans la salle, c'est quand même bizarre d'amortir du matériel dans une école ou dans une cantine que sur 144 jours. Donc, quand elle est fermée juillet-août, là où il y a le plus de surproduction, ben, le petit paysan, il va venir faire ses conserves, il pourra les revendre l'été. Dans les femmes africaines, on va prendre des épices africaines, puis le mardi, on fera les conserves avec les épices africaines. Et comme on va plus à la messe, moi qui suis modem et démocrate chrétien, ça me désole, mais on fera du commun en faisant des conserves. Voilà. Et donc, je pense que cette bagarre-là, elle se fait par le goût. Moi, je pense que le week-end, par exemple, on pourrait demain avoir des grandes campagnes nationales et publiques pour dire, je sais pas, le week-end, j'ai décidé de bien manger. Donc, j'ai pas de temps la semaine, on voit comment, etc. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et je pense que c'est l'éducation sur laquelle il faut qu'on s'accroche. Du coup, vous parlez d'éducation, donc j'aimerais tirer le fil et parler d'éducation nationale, vraiment. Moi, avant d'entreprendre dans l'agroalimentaire, et je vais revenir sur la nutrition, alors je suis conscient que le goût est important, mais je vais revenir sur la nutrition. Les lipides, les glucides, les protéines, après détailler les glucides, c'est quelque chose que j'avais un petit peu du mal à placer, et en tout cas j'avais du mal à l'appréhender. Est-ce que ça vous paraît pensable et envisageable, et à court ou moyen terme, d'avoir cette éducation nutritionnelle, et pour être globale et impliquer le goût, l'éducation du bien manger en cours de SVT par exemple en 3e? Oui, bien évidemment. Moi, quand je faisais feuille de chou, 600 000 exemplaires par mois, les CM2, ils arrivaient à comprendre ça, hein, parce qu'on le faisait de façon ludique. Parce que c'était drôle, parce que on faisait une course où il fallait poser des questions, il y avait des trucs à gagner, etc. Oui, je pense que c'est possible. Je me bats aussi pour que, par exemple, dans toutes les écoles hôtelières, on ait des modules de cuisine de rue. Pourquoi la cuisine de rue, on y mangerait que de la merde? Comme dirait mon fuck off. Je veux dire, pourquoi on mangerait pas des trucs bons et sains? Mais il y a... Et les gamins qui vont faire de l'école hôtelière, il y en a plein qui n'auront pas de moyens, donc ils vont monter un petit food truck, un petit machin, un petit truc. Il n'y a pas un seul module pour qu'on fasse de la cuisine de rue de qualité. Et donc oui, il faut aller défendre ça. Il faut, je pense, travailler sur ces sujets-là. Se présenter en tant que député. Ah mais ça, alors là, c'est vachement bien, en ce moment c'est vachement calme, on se respecte tous. Et donc, non, c'est un truc, c'est vachement bien. C'est un petit job tranquille, c'est un peu en CDD quand même, hein, c'est pas, mais voilà. Mais on est, je pense, moi, les représentants du peuple français. Et on est les représentants, qu'on soit LFI, et je vais peut-être en choquer certains, et RN. On doit travailler au Parlement dans l'intérêt des Français. On se combattra dans les élections. Hein. Moi, je suis, très éloigné du Front National. Hein. Je l'ai combattu toute ma vie. Mais le Parlement, pour moi, c'est chez vous. Si le club, un jour, veut faire un truc avec nous, on le fera. C'est pas chez moi, le Parlement, c'est chez vous. C'est chez vous, vous qui avez décidé de monter un collectif pour donner de la transparence. C'est à vous. Donc nous, on a juste un mandat là, une fois 5 ans ou 2 fois comme moi, mais c'est là qu'il faut aller bagarrer. Parce que c'est là où on peut trouver les consensus sur de l'intelligence collective. Monsieur Ramos, merci.
Vous qui connaissez bien les lobbying, finalement, vous connaissez aussi les mécaniques pour influencer. Et vous avez ce moyen, cette force de pouvoir légiférer, c'est-à-dire de permettre de faire avancer les lois, et notamment les lois sur l'alimentation et la transparence. Comment, nous, industriels, et via aussi le collectif En Vérité, on peut aider à faire légiférer davantage sur la transparence alimentaire? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse, qu'on ne fait pas aujourd'hui, pour vous aider, nous aussi, à utiliser ces mécaniques de lobbying, mais dans le bon sens du terme? Voilà. C'est une très bonne question, parce que vous pouvez nous aider. Moi, j'ai mis un peu le bazar, il paraît, dans le Parisien ce soir, parce que je suis Bayrou, mais on est entre nous, là. T'entends, quand il est en colère après moi, il m'appelle le gauchiste. Et donc, ce soir, j'ai dit que je trouvais que Darmanin ferait un bon président dans le Parisien, donc ça va foutre le bordel. Et puis, dans l'Obs, je disais tout le bien que je pense de François Ruffin, parce que c'est un type intelligent. Ce sera dans l'Obs la semaine prochaine. En fait, le petit truc, travaillons ensemble au Parlement. Nous, on a des espaces sur lesquels on peut, pour regarder les textes. Pas ce soir, mais je vous expliquerai, c'est compliqué d'amener un texte. C'est pas la même chose aujourd'hui que c'était hier. Hier, c'est-à-dire dans le mandat précédent, c'était plus facile de mettre un texte au vote, parce que comme la majorité présidentielle dont je fais partie était majoritaire, c'était assez facile de le mettre au vote. Parce que moi, ma sœur, elle jouait à la dinette avec moi, et donc j'ai pas joué beaucoup au Playmobil. Et donc, tout le monde votait comme le gouvernement avait envie. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc ils ont bien compris, notamment dans l'exécutif, mes copains ministres, tout ça, avec qui je les soutiens, je suis dans la majorité. Parce que tout ça, je m'en fous, en fait, très clairement. Tout ça, moi, je suis un parlementaire. C'est d'arriver à mettre un texte aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'après, sur un texte aujourd'hui, honnêtement, sur des sujets qui pourraient être les nôtres, on doit pouvoir trouver des majorités aujourd'hui. Notamment avec des députés, comme moi. Mais par contre, le chemin pour qu'on accepte qu'il soit mis au vote est beaucoup plus compliqué. Et la dernière chose que vous pouvez faire, pourquoi je vous parlais de la blague avec Darmanin et celle avec Ruffin, c'est que en ce moment, je ne sais pas tout ce qu'ils ont, on est quand même qu'en 2023, ils parlent tous de 2027. Vous avez vu, est-ce qu'Édouard Philippe sera candidat? Est-ce que Darmanin sera candidat? Est-ce que M. Cazeneuve sera candidat? Tout ça, on est déjà là. Et donc moi, j'ai dit ce matin que j'allais réfléchir, et je veux bien réfléchir avec vous, sur un manifeste d'une alimentation en France. Et qu'il faut le faire avec des députés de plusieurs bords politiques, avec des associations, avec des scientifiques, et qu'on dise aux candidats, tu le signes ou tu le signes pas, quoi. Comme avait fait Hulot un peu, je crois, sur l'écologie. Et donc là-dessus, vous pouvez peut-être nous aider. Donc à la fois construire des choses très précises, ça peut être quand il y a un texte, nous travailler avec nous sur des amendements. Ça peut être regarder une proposition de loi sur laquelle on trouverait un espace pour l'emmener en bas, parce qu'en bas, c'est des rebans et au vote. Et il me semble que les choses vont aller très vite et que demain, nous devons construire un collectif, notamment avec des gens comme vous, pour rendre public ce que fera le prochain président ou la présidente de la République sur le sujet. Et que ça, on devrait y travailler en commun. J'ai hâte de remercier Richard Ramos et David. Je suis très heureux de la qualité de cette soirée, des informations qu'on a échangées, qu'on a partagées. Je retiens que c'est aussi l'histoire du temps long, que c'est pas simple, qu'il faut être tenace, que c'est compliqué. Mais au final, on arrive quelque part, des choses bougent. Et je crois que le fait de le faire collectivement, moi, ça me motive énormément, ça me donne beaucoup d'espoir. Et il faut se rappeler qu'il y a 15 mois, quand on parlait de ce collectif de manière un petit peu idéaliste ou utopique, on a beaucoup entendu c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Et finalement, on se rend compte que sur un certain nombre de sujets sur lesquels le collectif est impliqué, l'affichage environnemental, le Nutri-Score, la nutrition et l'origine à travers le groupe de travail dont on reparlera, les sujets peuvent bouger. Donc je suis ravi et on est à votre disposition et on rebondira sur votre proposition de faire du Parlement notre maison et de travailler sur un manifeste. Voilà. Donc merci à tous. Donc je vous propose, on va poursuivre.